Bonsoir à tous et merci de votre présence aussi bien dans la salle qu'à distance, en direct ou peut-être en différé pour ceux qui n'ont pas l'occasion de nous voir tout de suite. Je vous remercie de votre présence pour cette semaine bruxelloise d'action contre la haine et l'islamophobie organisée par le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Ceci dans le cadre de la campagne Islamophobie à 21, puisque aujourd'hui, 21 septembre, a été déclarée en 2014 journée européenne de lutte contre l'islamophobie. Dans le cadre de cette semaine, nous avons imaginé rencontrer le monde de la presse et le monde des médias pour un peu pédagogiquement démystifier comment on fait un article, comment on choisit une photo, comment on écrit un article en cas de conflit, à qui faut-il s'adresser quand on n'est pas d'accord avec une publication, à qui faut-il écrire, etc. Donc, au travers de 5 conférences, la première a été donnée vendredi 18 septembre à midi à l'European Network Against Racism, où on a présenté le rapport chiffre 2019 de l'islamophobie en Belgique. Vendredi soir, 18 septembre, nous avons été reçus par le collectif contre l'islamophobie, où on a discuté avec les acteurs institutionnels tels que UNIA, tels que l'Association des journalistes professionnels, tels que le CCIB. On a discuté d'un peu du contexte de comment est-ce qu'on mesure la haine et l'islamophobie et comment elle peut être sanctionnée, comment on peut aider aussi les journalistes. Aujourd'hui, deuxième conférence ouverte au public, eh bien, nous rencontrons des acteurs de formation, des chercheurs en sociologie qui vont nous aider à comprendre, mais finalement, comment est-ce qu'on construit le problème musulman. Et nous allons aussi, une fois que certains médias ou presse dérapent, eh bien nous avons recours à un organisme qui s'appelle le Conseil de déontologie journalistique, d'où le représentant qui est parmi nous aussi va prendre la parole. Donc, ce mardi 22 septembre, nous allons rencontrer un panel de 4 journalistes des médias mainstream qui vont nous parler de leur métier, de leurs contraintes, de la diversité en entreprise, de comment ils vont chercher l'information relative aux musulmans, à l'islamophobie, à l'islam, etc. Et mercredi 23 septembre, nous allons faire exactement le même exercice, mais avec des journalistes des médias alternatifs. Voilà, et pour terminer, nous ferons notre gala de soutien qui est essentiel pour les activités que mène le collectif contre l'islamophobie. Donc on va commencer cette conférence par notre premier intervenant, qui est Daniel Bonvoisin, qui a été journaliste international, qui est aujourd'hui responsable de la formation aux médias dans une des plus importantes ASBL de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est Média Animation. Il est aussi formateur à l'IHECS à Bruxelles. Donc, nous lui avons demandé de venir nous expliquer comment, au travers de sa formation, de ces formations qu'il dispense, eh bien, comment est-ce qu'on a construit le problème des musulmans par une certaine voie qu'il a décidé d'intituler « De l'exotisme à l'islamophobie ». Donc, merci pour votre écoute et je donne la parole à M. Daniel Bonvoisin. Merci Mustapha pour cette présentation élogieuse, parce que journaliste international, ils ont l'impression que j'ai fait toutes les guerres. Non, j'étais brièvement journaliste en relations internationales, bien pépère derrière mon PC, donc voilà, je voulais restaurer quand même un peu de modestie, mais le reste est tout à fait vrai. Donc voilà. Alors, merci pour cette invitation, merci pour cette opportunité de parler un peu de médias à l'occasion de cette journée, effectivement. Alors, mon approche ici, elle va se situer sous le prisme de l'éducation aux médias, qui est en fait l'ambition d'essayer d'entretenir, de soutenir, d'encourager à adopter un regard critique sur les contenus médiatiques. Alors effectivement, quand on en avait parlé,
Initialement, on parlait surtout du traitement médiatique dans l'information, l'islamophobie et ce rapport à l'information et au traitement journalistique, on va dire. Mais au vu du programme, il me semble que c'est un sujet qui va être quand même abordé assez largement, et donc je trouvais que l'opportunité était belle, finalement, d'introduire peut-être une autre dimension médiatique auquel on ne pense pas systématiquement. C'est celle des représentations médiatiques dans les médias populaires, en particulier de fiction. Donc comment finalement on met en scène des personnages dans le cinéma, dans les séries, on pourrait extrapoler sur le jeu vidéo, sur la bande dessinée de manière assez générale, en postulant ici d'emblée que quelque part c'est le même problème, que quelque part les problèmes entre information et fiction sont liés et partagent partagent en tout cas des archétypes qui sont en fait interchangeables. Donc ce que je postule ici, la thèse, ça va être de dire qu'au fond, ce qu'on peut constater des représentations médiatiques dans le cinéma populaire, eh bien, on pourra avoir un écho de ces représentations dans le traitement de l'information journalistique quotidien. Et ce que je vais essayer de faire ici très brièvement, parce que évidemment le sujet est très vaste et l'ambition sans doute trop importante, c'est de retracer l'histoire de l'évolution du personnage musulman dans les représentations médiatiques. Je vais me concentrer surtout sur le cinéma populaire et de voir comment cette évolution est liée en fait au contexte global. Et donc on réduit souvent la question du racisme ou des stéréotypes à un problème de xénophobie qui serait à la limite dans le chef, soit du journaliste, soit du spectateur, en oubliant souvent que la construction de ce problème est liée aussi à une actualité et que les tensions internationales qui peuvent avoir autour de certains sujets eh bien, ont une influence importante sur la manière dont on va représenter des personnages, notamment au cinéma, surtout lorsqu'on identifie une origine qui serait la leur, qu'elle soit celle d'être un arabe, par exemple, ou un musulman. Entendons bien ici, évidemment, que je vais me concentrer sur la notion de musulman et pas forcément d'arabe, même si les deux sujets sont assez liés de par le corpus, finalement, des films qui nous sont proposés dans l'histoire du cinéma. Voilà. Alors, pour commencer ce parcours, malheureusement, je m'en excuse, j'aurais, en temps normal, en étant présentiel, je projeterai des extraits de films. J'en ai quelques-uns sous la main, mais les algorithmes, et c'est pas inutile de le dire, je crois, de Facebook empêcheraient que ces extraits soient diffusés parce qu'ils estimeraient qu'il s'agirait d'une spoliation de quelque chose sur lequel il y aura un droit d'auteur. Et donc on ne va pas prendre le risque de couper le live en diffusant ces extraits, même si Facebook a tort, puisqu'à partir du moment où je cite ces extraits dans un contexte critique, comme je vais le faire ici, eh bien j'ai toute légitimité à faire des citations. Donc on voit qu'ici, entre les pratiques en présentiel et les pratiques en streaming, enfin c'est vraiment une parenthèse, mais sans doute que c'est pas inutile de le rappeler, eh bien les outils de streaming ne permettent pas de faire ça parce qu'ils automatisent l'application d'une règle qu'ils comprennent mal. En particulier en Belgique, on a un droit justement qui est celui de faire ce que j'aurais voulu faire, mais que je ne ferai pas en vous montrant des extraits. Bref, je vais rapidement vous décrire quelques scènes de cinéma du coup. Exercice peut-être périlleux, mais bon, qui vont permettre d'incarner le problème que je vais essayer de développer ici. Alors, en gros, les musulmans, les musulmanes, comment apparaissent-elles dans le cinéma populaire occidental ? Eh bien, essentiellement dans le cinéma d'avant-guerre, lorsque les premiers longs métrages avaient pour ambition de nourrir le spectacle d'un piment. Et ce piment, c'est quoi ? C'est l'exotisme. Alors ici, petit écart, en gros, je postule autre chose pour cette présentation, c'est que tout récit, et c'est là où il y a un point commun entre un film de fiction et un récit journalistique, voire une dépêche de presse et même un roman, c'est qu'en fait tout récit part d'une crise. En gros, si tout va bien, si tout est normal, il n'y a pas lieu de raconter quelque chose. C'est pas moi qui l'invente, c'est une traduction assez générale de ce qu'on apprendra dans les écoles du journalisme, où on dira qu'un train qui arrive à l'heure ne constitue pas une histoire. Mais en fait, de manière générale, plus largement, anthropologiquement parlant, et là je m'appuie sur les travaux de quelqu'un qui s'appelle Jérôme Brunner, qui a fait ce constat, c'est que finalement, tout récit est l'histoire d'une crise. C'est parce que quelque chose est anormal qu'il y a là matière à raconter quelque chose. Alors l'anomalie, ça peut être la princesse enlevée, ça peut être dans les contes l'escarpin ou la transformation d'un personnage, mais l'anomalie, dans notre société tous les jours, elle se constate à chaque article de presse que l'on peut lire. Ce sera une équipe de foot qui fait une performance exceptionnelle, ce sera un accident, un fait divers qui nous alertera. Et ce qui est intéressant, c'est de relever que les anomalies ne sont pas les mêmes au fur et à mesure que le temps passe. Aujourd'hui, on trouvera anormal des scènes de vie, des faits divers qui, par le passé, n'auraient pas été anormales. Aujourd'hui, c'est des exemples quand même qui montrent qu'il y a une pression à l'évolution, c'est que le harcèlement des femmes dans la rue constitue aujourd'hui un sujet de crise bien plus qu'avant, donc il y a quand même une attention. Ça ne veut pas dire que le problème se résout,
Ça veut dire que, quelque part, la subjectivité que la société a sur elle-même, à travers le prisme médiatique, évolue. Donc en gros, je dis ça pourquoi ? Parce que ce que je vais essayer de faire ici, c'est de montrer au fond, à travers différents moments du cinéma, comment est-ce que le personnage du musulman incarne une anomalie dans les récits. Et quel type d'anomalie ? Alors justement, pour commencer, donc dans ce cinéma d'avant-guerre, on a là face à des films grand public, épiques, qui vont mobiliser comme type d'anomalie intéressante à montrer aux spectateurs, eh bien tout simplement une différence d'ordre culturel. On est à une époque où le monde est encore à découvrir, hein, on est dans l'époque coloniale encore, où quelque part, eh bien, aller montrer les mœurs de populations étrangères constitue un ressort pour les films et pour les scénarios tout à fait fonctionnel. Et donc, un des premiers personnages à incarner ça, à avoir compris ça à Hollywood, c'est ceux qui ont financé la série des films qui s'appelle Le Chèque, incarné par Rudolph Valentino, qui était un acteur séduisant, qui était une sorte de Brad Pitt de l'époque, et qui a trouvé comme astuce, finalement, pour attirer l'attention sur lui, d'incarner à l'écran, non pas un séducteur new-yorkais, mais au contraire, un cheikh arabe qui portait avec lui toute la séduction que pouvait avoir un personnage étranger. Alors ici, l'exotisme dans ce film-là, il se montre à travers quoi ? Des scènes de désert, à travers des scènes de femmes voilées, à travers des scènes de palmiers, à travers des scènes de chameaux. Donc quelque chose qui est aujourd'hui entièrement banalisé. Autrement dit, un film comme celui-là ne présenterait plus aucun intérêt. Cette anomalie-là, c'est quelque part épuisé dans l'imaginaire. Mais à l'époque coloniale, où les images commençaient à être diffusées, où les premiers films étaient réalisés, où la photographie n'était pas encore banalisée, quelque part, voir à quoi ressemblait cette terre lointaine, eh bien, consistait en soi un décor. Et les frères Lumière, lorsqu'ils ont créé le cinéma, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leurs opérateurs aux quatre coins du monde, filmer un tigre, filmer des os humains, en faisant croire que c'était filmé loin. Mais en tout cas, donc en fait, l'époque montrait que l'anomalie, c'était finalement la différence bête et méchante, celle de la différence physique, celle de la différence culturelle. Et donc dans Le Chèque, le film de Rudolph Valentino, quelle est l'histoire ? C'est un cheikh qui enlève une jeune femme et qui ensuite tombe amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui, et c'est l'occasion pour ce film de montrer un peu le pittoresque de ces pays-là, en montrant des scènes d'échange où une femme est mise à la loterie, on montre des scènes de prière, on montre des scènes qui sont en fait montrées comme étant banales et pas anormales en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours sur la condition de la femme par exemple, c'est pas du tout ça, c'est juste montrer voilà des mœurs différentes, comme l'était finalement le sacrifice de la femme du Maharaja dans un film sur l'Inde, on les montrait en train de brûler, mais finalement voilà ça où les Gilles de Binge tolérons, c'est du folklore. Et donc on était à une époque comme ça de simplement s'étourdir de la différence, comme on étourdit avec la différence dans un décor hyper kitsch dans un restaurant chinois dans les années 80, on vous montrait des dragons, eh bien c'était du même ordre finalement, c'est simplement l'exotisme. Alors cette veine-là, elle a été assez abondante, il y a plein de films intéressants. Je pense ici à un film qui s'appelle Marocco, qui était un film américain fait dans les années 30, où un légionnaire tombé amoureux d'une jeune européenne dans une ville arabe, en l'occurrence Essaouira, Mogador à l'époque, et donc on y voyait de nouveau ces scènes de rue où des gens se mettaient à prier, des femmes étaient voilées, mais c'était pas un problème si vous voulez, c'est vraiment de l'ordre du décor. Alors cette veine-là, la veine de l'exotisme, elle a longtemps alimenté le cinéma. Ici j'ai l'affiche devant vous Le Lion et le Vent, où le cheikh arabe est cette fois interprété par Sean Connery. C'est encore une époque où il n'y avait pas de problème à aller prendre des acteurs occidentaux pour jouer des personnages issus de minorités, c'est-à-dire que l'idée même que c'était un problème n'effleurait pas les producteurs. En tout cas, cet exotisme, il est encore vent en poupe aujourd'hui. Il y a pas mal de grandes productions qui vont vous proposer des dépaysements, mais toujours plus lointains, toujours plus extrêmes. Et donc finalement, aujourd'hui, peut-être que l'exotisme contemporain, c'est celui de la science-fiction. À défaut d'épater les gens avec des dunes et des chameaux, on vous montrera des extraterrestres dans la planète de Pandora, dans Avatar, mais le ressort est le même. Et donc tout ça pour dire que jusqu'alors, le personnage du musulman était finalement un personnage exotique, c'est-à-dire simplement intéressant du fait de sa différence, comme l'aurait été n'importe quel étranger. Alors la problématique, on peut se dire qu'elle aurait pu émerger à l'époque de la décolonisation, où justement, quelque part, la culture musulmane s'est mêlée au mouvement de libération. Et pourtant, le cinéma est un peu avare en films qui, à l'époque du moins de la décolonisation, portaient sur la décolonisation elle-même. Il est assez remarquable, par exemple, de constater que dans la filmographie française, il y a extrêmement peu de films qui parlent de la guerre d'Algérie de son temps.
Si on va chercher des exemples, ils sont à trouver dans des productions très rares, enfin vraiment discrètes, ou alors dans des films comme par exemple Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, où c'est une comédie musicale qui ne traite absolument pas de la guerre d'Algérie, mais la rupture entre les deux personnages principaux tient au fait que l'un va partir à la guerre d'Algérie et l'autre pas, elle doit rester à Cherbourg. Et donc on aborde les choses de manière très distante. Autrement dit, il y avait là l'opportunité quelque part d'enfin montrer des acteurs qui soient autre chose que simplement des personnages de décor et qui auraient pu appartenir à des cultures musulmanes. Et donc on va trouver ça peut-être très fugacement dans un film qui s'appelle La bataille d'Alger, réalisé dans les années 60 et qui porte sur justement la guerre d'Algérie, le seul quasiment d'époque, où à un moment donné on verra des femmes voilées qui organiseront un dépôt de bombes, puisqu'il s'agit d'un film sur la guerre civile, enfin sur la guerre de résistance. On verra des femmes voilées se dévoiler, se préparer à attaquer des soldats français ensuite avec des bombes. Mais c'est fugace. Pour le reste, on a très peu d'exemples. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est Laurence d'Arabie, réalisé dans les années 60, où là, on a effectivement un combat qui est organisé sous la houlette d'un occidental, bien évidemment. Hein. Ils n'avaient pas encore assez d'autonomie à l'époque, les personnages, pour s'autoriser des libertés comme celle-là. Mais le fait religieux est assez discret. On reste complètement dans l'exotisme, en réalité. Ce qui fait l'attrait des populations arabes pour le personnage de Laurence d'Arabie, c'est le même attrait que les Indiens exercent sur le héros de Danse avec les loups, à savoir l'idée d'avoir un mode de vie alternatif, non moderne, et qui va amener le personnage principal à devenir arabe, comme le personnage de Danse avec les loups devient indien, ou comme le personnage du sergent de Avatar devient extraterrestre. Vous voyez, on est dans des logiques très similaires, et finalement, la question de la religion musulmane est de nouveau un élément de l'exotisme sans plus. Le seul moment où le cinéma a commencé à intégrer un discours sur l'islam de manière plus régulier, c'est sans doute à la faveur de la révolution iranienne qui a amené le fait iranien dans sa dimension religieuse, et on n'était plus dans les guerres de libération telles qu'on les a connues dans les années 60 et puis 70, mais c'est le moment où quelque part le fait religieux a pris une importance. Et donc là, il y a toute une filmographie de films qui vont commencer à s'intéresser à l'impact de l'islam, mais de manière extrêmement négative, en montrant l'aspect totalitaire, obscurantiste de l'islam à travers les pratiques de la dictature iranienne. Et donc le film qui vient spontanément à l'esprit sur ce sujet, c'est Jamais sans ma fille, qui a été la réalisation d'un roman qui porte vraiment un discours extrêmement agressif contre l'Iran dans un contexte de conflit géopolitique très important. C'est un film qui a tout son sens lorsqu'on sait que ça se passe à l'époque de Reagan, après la crise des otages. Et donc forcément, l'Iranien est un méchant pour le cinéma. Et donc quelque part, toutes les astuces pour rendre les gens méchants est utilisées par ce film. Mais depuis, mine de rien, l'Iran abonde, enfin d'abord a une production cinématographique, c'est un pays qui a toujours exporté son cinéma, mais jamais sous l'angle religieux ou très peu. Ce qui est assez remarquable avec le cinéma iranien exporté, c'est que finalement on voit l'Iran dans sa société, mais la dimension religieuse est quasiment absente de ces films, je pense ici au cinéma d'Abbas Kiarostami notamment. Mais néanmoins, ce qui importe de constater, c'est que lorsqu'il est pris en main par l'Occident, le sujet iranien devient souvent le prétexte à une critique très sévère en fait de la dimension iranienne du pays. Argo, sorti il y a quelques années, réalisé par Ben Affleck, fait une espèce de résumé, assimile le côté anxiogène de la révolution iranienne au simple fait que des femmes portent des hijabs. Donc on a dans la construction de l'image, la mobilisation déjà d'une imagerie anxiogène basée sur le voile. L'autre raison pour laquelle on aurait pu s'attendre à voir apparaître en fait des musulmans à l'écran, c'est simplement l'émigration organisée dès les années 60 de travailleurs algériens, marocains, tunisiens, ici dans les pays européens, en particulier en France et en Belgique. Et en France, c'est vrai que pas mal de films commencent à émerger sur la question interculturelle, mais le fait musulman est de nouveau assez discret. En réalité, c'est plutôt la figure du migrant arabe, en réalité, ou maghrébin, que la figure du musulman qui apparaît. Donc, dans certains films, pour moi, l'exemple parfait, c'est Jamel Debbouze, lorsqu'il incarne l'éternel épicier arabe du cinéma français d'avant 2000, qui incarne finalement l'arabe à l'écran, mais pas le musulman. Le fait religieux est au mieux une astuce exotique, mais n'est pas un sujet en soi. On voit quasiment pas de femmes voilées, et quand la question de la religion arrive, c'est dans un film comme Pierre et Djamila, qui dans les années fin des années 80 ou même en 91, je pense, est passé à Cannes, eh bien présenter ça comme un frein à des relations amoureuses de type Roméo et Juliette, où en fait là l'arriération des musulmans que montrait ce film était un frein à ce que l'amour se fasse entre un jeune populaire de France et une jeune fille issue de l'immigration. Mais c'est tout. On en est à quelque part à traiter le sujet de manière complètement superficielle, voire totalement absente. En tout cas dans le cinéma de nouveau populaire français, américain et autres.
évidemment, sans surprise, l'élément déclencheur d'un changement radical cinématographique sur la présence des musulmans et de l'islam, c'est le 11 septembre, et soudain, la focale terroriste, antiterroriste, qui a pris tout le cinéma d'action américain, et qui forcément a fait un rapport quasi immédiat entre l'activisme terrorisme et l'islamisation ou le terrorisme islamiste tel qu'il était combattu dès lors officiellement par l'État américain. Et donc depuis, en fait, le 11 septembre, il ne se trouverait pas une série d'actions antiterroristes où on a des agents comme Jack Bauer dans 24 heures chrono, ou en France dans le Bureau des légendes, plus récente série, ou encore Homeland, une série américaine de nouveau, où quelque part, à un moment donné, le méchant n'est pas un terroriste musulman. Alors ce qui est frappant, c'est que jusqu'ici, si vous retenez mon idée de la crise, c'est qu'en fait, finalement, l'islam ne faisait pas crise dans la culture populaire. C'était juste un élément du décor. On ne s'en occupait pas plus que ça, finalement. Par contre, le terrorisme a amené soudain un angle critique bien particulier, qui est celui de la menace sécuritaire venue de loin. Donc on n'en était pas encore au développement d'un terrorisme local, c'était toujours évidemment, il a été prétexte à un cinéma de guerre qui a été très vite mis en scène autour du combat héroïque ou critique, hein, c'est pas vraiment le sujet, il y a des films très critiques de la guerre menée par les Américains en Irak, en Afghanistan. Néanmoins, le seul personnage du coup musulman qui est popularisé et qui est en tout cas diffusé massivement est celui du combattant djihadiste ou du terroriste, dans certains cas présenté finalement comme étant un résistant local à l'invasion américaine en Afghanistan, ou au contraire comme quelqu'un qui est en train de préparer un attentat aveugle. Et donc du coup, forcément, ça va de pair avec le développement d'une crainte autour de l'islam. C'est donc là la première fois où quelque part, on verra des religieux par exemple à l'écran, mais ce seront généralement des imams qui susurreront à l'oreille du terroriste les raisons pour lesquelles il devrait aller faire exploser un avion sur une tour quelque part. Alors, il ne faudrait pas non plus être caricatural ici et résumer tout le cinéma à ça, parce qu'à côté de ça, face à ce discours anti-musulman finalement, il y a eu très rapidement des films qui ont prétendu faire l'inverse. Par exemple, Kingdom of Heaven, qui est un film sur le Moyen-Âge, qui est un film sur les croisades, réalisé par Ridley Scott, qui pourtant n'est pas le cinéaste le plus progressiste américain. Eh bien, que raconte ce Kingdom of Heaven ? Eh bien, c'est l'influence d'extrémistes religieux, mais ce ne sont pas les Arabes ou les musulmans, cette fois ce sont les Templiers. Et les deux héros du film, enfin les deux figures du film, c'est d'un côté le roi Baudouin, le lépreux, chef des croisés, mais tolérant, intelligent, et Saladin, qui face à lui est également un leader arabe, tolérant, intelligent, et tous les deux vont s'entendre pour être d'accord qu'il faut essayer de minimiser finalement les dégâts que ces conflits, les croisades, sont en train de faire. Et donc en fait, pour Ridley Scott, en tout cas pour sa scénariste, l'objectif était très clair. Il s'agissait de dire au fond, n'abandonnons pas trop vite, ne souscrivons pas trop vite à cette idée qu'on est face à un conflit de civilisation mu par des cultures qui se haïssent comme ça depuis toujours et de manière innée. Au contraire, les plus dangereux sont peut-être pas ceux qui sont les religieux ici, mais ceux qui tiennent ce discours du conflit des civilisations. Et donc là, on avait une critique qui passait par une mise en scène donc d'un film sur le Moyen-Âge, eh bien une critique assez nette finalement du discours des faucons tel qu'on pouvait l'entendre à Washington. Mais on voit bien qu'on est dans une métaphore. Et donc, quelque part, on n'est pas face à un discours où on aura des musulmans progressifs, on est face à un personnage de la littérature, presque Saladin, qui vient ici, avec auréolé, comme il l'avait déjà été au XIXe siècle d'ailleurs, une espèce de vision progressiste, mais on n'est pas là face aux populations contemporaines. Donc, quelque part, difficile pour le grand public de voir ce discours progressiste. Il faut, quelque part, lire le scénario en détail. La plupart des gens qui auront vu Kingdom of Heaven auront souvenir de la bataille, des belles scènes d'Orlando Bloom et peut-être pas forcément du sous-texte. Néanmoins, ce cinéma existe et il a son importance. Alors, je couvre vraiment, je galope là dans la filmographie. Je suppose que plein de gens pourraient me rétorquer des films qui vont pas dans le sens de ce que je dis et ils auront raison. Alors là où il y a vraiment un gros basculement sur la présence de l'islam dans le cinéma populaire, eh bien c'est évidemment avec la vague des attentats qu'on a connus depuis 2010, en particulier en France évidemment, les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, et puis en Belgique et puis un peu partout finalement, cette phase d'abord Al-Qaïda puis Daesh, mais ça a été le prétexte à toute une série de films de s'intéresser à un phénomène qui semble résumer à lui tout seul la problématique, donc comment l'islam devient un problème, c'est la question de la radicalisation.
Et là, il y a eu en quelques années une profusion de films où le sujet est toujours le même. C'est comment finalement des jeunes gens ordinaires, issus parfois de quartiers populaires et donc auprès de qui on comprend que la pression sociale aura favorisé leur radicalisation, et parfois des gens qui tout simplement se radicalisent pour des raisons assez obscures, mais se radicalisent en tout cas. Et donc la liste de films est longue comme le bras, et donc et d'ailleurs en grande partie animée par la filmographie française, mais aussi belge. On a en Belgique Le Jeune Ahmed, réalisé par les frères Dardenne il y a 1 an, qui nous raconte ça. Alors tous ces films-là, ils sont pas du tout achetés. Je suis pas en train de dire qu'ils sont fondamentalement islamophobes. Cependant, ce qui est frappant, c'est la récurrence de l'angle. C'est toujours la même crise qu'on raconte en fait. C'est toujours cette idée que au fond, la radicalisation, l'islamisme est dû à un pétage de plomb. En gros, on pourrait le résumer comme ça, justifié ou non, peu importe, mais qui amène à un parcours individuel à commettre les pires crimes. Et donc que ce soit à travers l'angle du jeune qui se radicalise lui-même, comme dans Le Jeune Ahmed, ou celui du père qui cherche son fils dans Les Cow-Boys, ou celui de deux amis qui se disputent dans Le Ciel attendra. L'une va se radicaliser, l'autre pas. Il y a toujours le prisme du parcours individuel qui en fait oublie complètement le contexte global. Donc en gros, ce cinéma très drame social, qui n'est pas forcément très populaire en termes d'entrée, néanmoins offre une récurrence comme ça de vue sur le problème. Et donc de nouveau, soudain l'islam là se trouve au milieu, enfin éclairé par les spots du cinéma, mais réduit à un problème presque de santé mentale dans beaucoup de cas, voire même d'incapacité à comprendre au fond quel est le mécanisme. Et c'est surtout l'abstraction qui est faite du contexte global qui permet pas de rappeler que sans la guerre en Syrie, on n'aurait pas connu Daesh, et que Al-Qaïda lui-même, c'est pas aussi simple que de résumer ça, comme on le fait parfois, simplement quelqu'un qui pète un plomb. Et donc, ici, sans vouloir de nouveau nier le mérite de ces films pris individuellement, parce que les frères Dardenne se sont documentés, se sont intéressés au parcours du radicalisme, et c'est seulement dans tout ce qu'ils ne disent pas, dans tout ce dont ils ne font pas crise, en fait, que ces films disent quelque chose du réflexe médiatique qu'on a aujourd'hui d'assimiler religion musulmane à islamisme et islamisme à radicalisation. Comme si c'était un truc qui pendait au nez de n'importe quel musulman, que parfois, bouf, là j'ai glissé, je me suis radicalisé. Et ces films, finalement, ne racontent pas autre chose. Même s'ils ont toujours des personnages musulmans qui sont positifs, qui sont le grand frère qui tentera de ramener, ils ont la particularité aussi d'être toujours des personnages normalisés, en somme. C'est celui qui attire le plus la focale et celui qui se radicalise. On peut aussi penser à Nos, le film belge aussi, qui racontait le meurtre, fait divers réel, qui s'est passé à Charleroi d'une jeune fille par sa famille pakistanaise parce qu'elle voulait épouser quelqu'un qui n'était pas musulman. Eh bien voilà, de nouveau, l'histoire a eu lieu. Il ne s'agit pas de la contester ou de dire que le problème n'existe pas. Néanmoins, c'est frappant de voir que des personnages du coup musulmans n'apparaissent que dans des crises de cet ordre. Alors, l'autre phénomène par lequel on pourrait se dire tiens, mais dans le fond le cinéma aurait pu aussi montrer d'autres formes, enfin d'autres personnages musulmans, c'est tout ce qui est d'autres conflits dont on parle moins. La crise migratoire, je mets les guillemets, en tout cas depuis la guerre en Syrie, eh bien, il y a pas mal de films qui traitent de la crise migratoire, mais souvent, ça va être comment les migrants parviennent à survivre à l'épreuve que constitue la traversée de la mer, par exemple, ou comment survivre à la traque policière. Donc, c'est évidemment des films, de ce point de vue-là, tout à fait audacieux et qui vont à contre-courant d'un discours même médiatique. Néanmoins, curieusement, dans ces films-là, le trait musulman n'est pas forcément ce qui ressort. On va pas avoir des personnages très, très croyants, par exemple. On n'aura pas, rarement, des femmes voilées. Les migrants sont un peu interchangeables, ils sont souvent habillés de sacs plastiques, de vieilles vestes, mais quelque part, qu'ils soient syriens, qu'ils soient africains, on les voit tous un peu sous le même angle misérabiliste. Alors de nouveau, je ne m'attaque pas à ces films, ou quand il y a des personnages plus religieux, comme dans Problemski Hotel, un film belge, eh bien c'est souvent celui qui est problématique, quoi. Ça va être le radicalisé potentiel dans le groupe de migrants dont on s'occupe. Alors le conflit israélo-palestinien aussi aurait pu alimenter pas mal d'idées. Alors il y a plein de films qui sont faits sur la question. Néanmoins, l'angle religieux est rarement celui qui est pris. En tout cas pour les films exportés. Le seul qui me vient en tête, c'est Le Cochon de Gaza, où justement un cochon se retrouve par inadvertance chez un marchand gazaoui. Et donc toute la question, c'est comment les deux religions, finalement, juives d'un côté et musulmanes de l'autre, qui proscrivent le porc, parviennent à quand même tirer profit de ce cochon. Et donc là, on a une comédie assez audacieuse et drôle qui traduit le conflit israélo-palestinien à travers quelque chose qui finalement réunit les deux camps, si on dit ça comme ça. Voilà, on peut penser aussi à un film belge, Une famille syrienne, qui montre comment des Syriens vivent les bombardements en Syrie. Donc ça crée de l'empathie pour les migrants, donc c'est des films très positifs. Mais de nouveau, le fait religieux est anecdotique, redevient à la limite exotique dans certains cas.
Alors, autre chose qui est totalement absente du cinéma populaire, c'est les oppressions à caractère ethnique que vivent pourtant des minorités musulmanes dans le monde. On peut penser aux Ouïghours, évidemment, mais aussi, par exemple, aux minorités musulmanes en Inde. La seule chose qui me vient à l'esprit ici, c'est dans Slumdog Millionnaire, basé sur un livre où le livre ne dit pas du tout ça. Néanmoins, le héros est un Indien de confession musulmane et survit à un pogrom dans un bidonville au début du film. Donc, c'est un des rares cas où l'oppression que subissent des musulmans dans des pays non occidentaux est mise en scène. Ici, pour le coup, c'est un grand blockbuster, c'est pas l'élément central du film, néanmoins c'est un choix que le réalisateur a fait. Alors ensuite les Indiens l'ont pas apprécié parce que ça, de nouveau, ça parlait de l'Inde à travers les conflits ethniques, donc, comme quoi le choix de la crise parfois peut être délicat. Alors du coup, quid pour terminer? Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est qu'au fond, on est confronté à une absence de personnages musulmans qui soient là tout simplement parce qu'ils sont là. Donc en clair, lorsqu'on choisit des personnages dans un film, on aura tendance à choisir des gens qu'on considérera comme lambda, et rares sont les musulmans lambda en fait. Lorsqu'on voit des films sur l'intégration, par exemple, c'est le cas d'un film récent qui s'appelle Le Brio, où la jeune fille des banlieues, qu'on suppose musulmane, puisqu'elle est des banlieues, jouée par Camilla Jordana, va surtout se battre pour vaincre son accent des banlieues pour pouvoir plaider comme avocate, et il y réussira. Mais néanmoins, on voit que c'est l'assimilation en fait qui est au cœur du discours, et donc le fait d'imaginer même, et à la fin, la fille, Camilla Jordana, lissera ses cheveux pour mieux être intégrée dans le monde des avocats. Donc ça m'a fait penser justement à cette capture ici de presse, où chaque fois qu'il y a le Ramadan et que les Diables Rouges se réunissent, on va se demander, tiens, dans le fond, est-ce que le fait de jeûner n'est pas une problématique pour les performances sportives des footballeurs qui sont musulmans? C'est le seul moment où on dit que ces footballeurs-là sont musulmans. Lorsqu'ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde, on va pas forcément rappeler la religion d'un Fellaini. Par contre, au moment de faire le Ramadan, de s'inquiéter de ses performances sportives, ça oui. Donc ça montre qu'il y a une tendance à invisibiliser en fait le fait culturel musulman tout simplement présent dans notre société et à ne le sortir que quand il fait crise de nouveau. Et donc c'est au moment où c'est supposé être un problème pour les performances sportives de notre équipe qu'on va s'intéresser à la confession des joueurs. Et donc il y a là quelque chose d'assez frappant. Alors, encore plus rare, ce sont les fictions qui vont prendre l'islamophobie comme moteur dramatique. C'est très rare. Un film français l'année passée est sorti là-dessus, Soumaya, l'histoire d'une femme qui doit se battre pour garder son voile au travail, qui finit par perdre son travail. Mais ce film, pour sortir, a été extrêmement compliqué parce que la question même du voile en France, enfin, je ne vais pas faire évidemment là-dessus le faire remarquer, mais atteint des niveaux de crispation jamais vus. Donc, le simple fait d'avoir une affiche de film où une femme est voilée, eh bien, et que ce soit le sujet du film autrement que par la question de la laïcité, eh bien, est un souci. On a quelques séries américaines, je pense à Night Of ici, qui pourtant traite le sujet. C'est un jeune Pakistanais accusé de meurtre dans l'Amérique post-9/11, et clairement, le fait qu'il soit musulman était la raison pour laquelle il s'est retrouvé accusé de meurtre. Donc toute une série de grande qualité qui a été faite sur le sujet, et voilà. Mais ça reste très rare, des histoires comme celle-là, et pourtant il y aurait lieu d'en faire. Et ce serait pourtant des bons drames, sont assez rares. Donc autrement dit, l'enjeu, si vous voulez, c'est comment mettre en scène des musulmans autrement que par la crise que leur religion suscite. Alors les exemples, il y en a quelques-uns, mais ils sont très rares. On peut penser au film Les Hommes Libres, qui raconte comment la grande mosquée de Paris a participé à permettre notamment la résistance et la fuite de juifs sous l'occupation allemande. Bon, j'en dis un mot rapidement parce que si Michael Lanzal qui jouait le rôle du grand mufti, donc de nouveau un acteur occidental pour jouer un personnage issu du Maghreb en l'occurrence, mais bon, je le dis parce qu'il est mort justement aujourd'hui, que c'est l'occasion de lui faire un petit hommage. Mais par ailleurs, commence à y avoir des personnages de cet ordre-là. Dans Mr. Robot, eh bien, une des hackeuses les plus performantes est une fille voilée. Eh bien, ça, c'est exceptionnel d'avoir une fille voilée qui a un rôle qui n'est pas celle de la fille voilée, en somme. Ils auraient pu mettre n'importe quoi, ils auraient pu mettre l'obèse de service ou n'importe quoi. Ils ont choisi une femme voilée. Et le fait qu'elle porte un voile n'est pas un élément du récit. Et donc il y a une présence à l'écran et donc une tentative de normaliser les choses. Il y a des acteurs issus de l'immigration, par exemple, dans différents pays, qui sont en train petit à petit aussi de banaliser leur présence tout simplement à l'écran, mais ça reste quand même très rare. En France, un film remarquable pour ça, c'est Fatima de Philippe Faucon, qui raconte l'histoire d'une femme de ménage qui se bat contre les conditions de travail extrêmement difficiles qui sont les siennes et l'avenir universitaire notamment de ses filles. Elle est voilée parce qu'elle est voilée et point barre.
C'est pas le sujet du film, mais ça reste extrêmement rare. Et dans le cinéma belge, malheureusement, on en voit très peu. Et dans le cinéma international, c'est très rare également. Donc, il faut vraiment les compter sur les doigts de la main. Et donc, en gros, la question, si vous avez bien suivi le raisonnement de qu'est-ce qui fait crise, eh bien, ce qu'il faudrait voir maintenant et ce à quoi il faudrait travailler en tant que producteur de contenu médiatique, c'est comment permettre à des gens de confession musulmane où ça se voit, ne fût-ce que parce qu'ils partent le voile ou qu'à un moment ils prient comme d'autres à un moment fête Noël, eh bien, ne soient pas intégrés à l'élément dramatique central du scénario, qui sera celui de l'extrémisme religieux ou d'un exotisme, tout simplement, comme on a pu le connaître fut un temps. Alors, Rami est une série américaine qui est en train de bien fonctionner aux États-Unis, qui raconte justement les tribulations d'un musulman dans le New York contemporain, confronté, tiraillé entre la tradition d'un côté, le racisme de l'autre, mais l'angle principal est celui d'une normalisation du personnage, quoi. C'est juste un jeune New-Yorkais de confession musulmane. Mrs Marvel, donc même dans l'univers des super-héros, voilà, Mrs Marvel a été à un moment donné incarnée par une jeune fille musulmane, et donc c'est quelques éléments qui montrent qu'il y a un processus possible de normalisation dans la culture populaire du musulman, dont ferait bien de s'inspirer d'ailleurs le traitement de l'actualité, puisqu'on voit quelque part le même phénomène dans l'actualité journalistique, où on a du mal finalement à montrer des gens tout simplement de confession musulmane parce qu'ils ont autre chose à dire que simplement parler de leur religion ou d'être accusés d'avoir fait de leur religion émis une menace sur la laïcité ou bien soit de près ou de loin attachés à des processus dits terroristes. Voilà pour ce parcours. Je vous remercie pour votre écoute. Désolé, mon regard n'était pas toujours sur la caméra, mais c'est parce que je regardais aussi mon PowerPoint, mais j'espère que le message est passé. Nous allons passer à la deuxième conférence de cette soirée avec Abdelali Hadjes, qui est chargé de cours à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, au niveau de... C'est toujours un acronyme que j'oublie toujours souvent, c'est le GERM, c'est le groupe de recherche sur les relations ethniques et les migrations et l'égalité. Abdelali Hadjes est arrivé en Belgique seulement il y a 2 ans, je pense. Il y a un an. Avant ça, il était encore sociologue, il est politiste. Je ne sais pas la différence entre politologue et politiste. C'est difficile de trouver dans le net, en tout cas, la différence. Et vous êtes aussi maître de conférence à l'Université Paris-Ouest de Nanterre. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages qui ont connu quand même un succès extraordinaire. Et moi, je vous découvre en 2014. Avant, sur ma table de chevet, je n'avais qu'un livre qui était Les identités meurtrières de Amin Malouf. Et puis, je découvre un autre bouquin qui s'appelle L'islamophobie. Vous êtes co-auteur de ce bouquin, L'islamophobie, ou comment les élites françaises ont construisent le problème musulman. Et je l'ai rajouté sur ma table de chevet. Et pour moi, ça reste quand même la référence francophone en termes de livres qui expliquent ce que c'est que l'islamophobie. Donc, nous avons fait appel à vous pour un peu nous éclairer sur les médias et l'islamophobie. Okay, là. Merci. Merci beaucoup, Mustapha, pour l'invitation. Donc, merci au CCIB de nous donner l'opportunité de présenter une partie du travail de recherche que je mène sur cette question. Et merci à vous, présents en présentiel et puis à distance, pour m'écouter. Donc, mon intervention est intitulée de manière un peu large « Médias et islamophobie ». Et le point de départ, c'est la définition de l'islamophobie que mon collègue et moi, donc mon collègue Marwan Mohamed, qui est chargé de recherche au CNRS, avons développé dans le livre Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Et c'est une définition qui est un peu compliquée, entre guillemets, parce que c'est une définition sociologique, mais il nous semble pour nous que c'est un bon point de départ pour pouvoir entamer une discussion. Donc l'islamophobie, pour nous, c'est donc un processus social complexe de racialisation. Donc, racialisation, ça signifie le fait de réduire un individu à son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Ça veut dire que sa pensée, son action est réduite à cela. Ce qui fait que la caractéristique musulmane, c'est quelque chose qui devient une caractéristique
permanente, héréditaire. Et de ce point de vue-là, l'islamophobie, c'est une forme de racisme. Donc il y a une connexion que nous faisons complètement entre la notion d'islamophobie comme forme de racisme. Donc en tant que phénomène donc social, l'islamophobie c'est un phénomène global, c'est-à-dire que ça participe en fait d'une circulation des idées et des personnes. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient, aux États-Unis est relié à ce qui se passe en Europe. Donc on ne peut pas rentrer dans une simple logique nationale belgo-belge ou franco-française. C'est également un phénomène genré dans la mesure où il y a la question des relations entre les sexes qui est centrale dans la manière dont l'islamophobie se développe, et notamment par le fait que la question de l'égalité homme-femme est souvent un enjeu central dans le développement du discours islamophobe, et aussi parce que, donc, comme vous le savez sûrement, ce sont les femmes musulmanes qui, en Europe et même dans le monde occidental, sont les principales victimes d'islamophobie. Et donc ce processus de racialisation des musulmans et des musulmanes est la conséquence de ce que j'appelle la construction du problème musulman. Donc problème musulman, c'est entre guillemets. Pourquoi ? Parce que tout fait social n'est pas un problème en soi. Un fait social, quel qu'il soit d'ailleurs, devient un problème public dès lors qu'il y a des acteurs sociaux qui considèrent qu'il y a un problème et donc qui développent des connaissances sur ce fait-là, et ces acteurs-là se mobilisent pour convaincre les autres qu'il existe un problème. Et donc ce qu'on a essayé de faire dans ce livre et dans d'autres travaux, c'est de montrer comment le fait musulman est passé d'un fait religieux, cultuel, etc., à un problème public qui nécessite une solution, parce que tout problème construit nécessite une solution, qui consiste en une forme de discipline des corps, discipline des esprits, même parfois, dans certaines situations, des présumés musulmans. Donc c'est à partir de cette définition générale de l'islamophobie que je vais traiter le champ plus spécifique du champ médiatique. Et pourquoi c'est important ? Parce que les médias, ça a été, dans la littérature scientifique sur la question de l'islamophobie, les principaux objets d'analyse. Donc ce qu'a dit tout à l'heure Bruno au sujet donc, du contenu des films et des séries télévisées qui traitent de l'islam, on le retrouve aussi dans quantité d'articles, de livres qui ont analysé le contenu des reportages télévisuels, de la presse, des médias sur Internet, etc., etc. Et notamment un des ouvrages les plus importants, c'est celui de Thomas Deltombe, qui s'appelle L'Islam imaginaire, et qui est une analyse de la télévision française entre 1974 et 2005, quasiment systématique, pour voir comment est-ce que l'islam était traité par la télévision française. Donc cette approche des médias est une approche très importante, parce qu'on s'intéresse au contenu, et donc elle est nécessaire, mais mon argument, c'est de dire que ce n'est pas suffisant. Que cette analyse interne du contenu des discours médiatiques doit être complétée par ce qu'on appelle en sociaux une analyse externe, c'est-à-dire comment les discours sont produits. Donc, quelles sont les conditions de production de l'information ? Quelles sont les conditions de production des discours médiatiques, notamment télévisuels et la presse écrite ou en ligne ? Et quelles sont les pratiques routinières des journalistes qui peuvent expliquer des formes de stigmatisation des musulmans. Donc, la question qui se pose, c'est quels sont les mécanismes sociaux, quelles sont les contraintes économiques, quelles sont les contraintes structurelles qui favorisent la production de ce discours stigmatisant qui vise les musulmans. Donc, on s'intéresse aux coulisses, et pas uniquement à ce qui est diffusé. Et donc, pour répondre à cette question, j'ai dégagé 7 logiques médiatiques que je vais prendre une à une, sans avoir la possibilité, vu le temps imparti, de développer, mais on pourra, dans la discussion, donner d'autres éléments. Donc, d'abord, la question de l'orientation idéologique des propriétaires de médias et des journalistes.
La question de l'entre-soi professionnel, qui peut être exclusif, dans le sens où la présence musulmane dans les médias dominants notamment est relativement faible. Le troisième porte sur la question de la stratégie marketing, et donc de la question de la publicité, qui peut jouer un rôle dans la logique de stigmatisation. Le quatrième porte sur le processus de fait diversation, donc je reviendrai, c'est l'importance des rubriques faits divers et société dans la construction des médias. La cinquième porte sur les logiques de concurrence et du poids des sources policières qui influencent beaucoup la manière dont les médias traitent de la question musulmane. Et enfin, les deux dernières, la question des sondages d'opinion et du rôle des experts, est-ce islam ou radicalisation, qui aussi peuvent y participer. Donc si on prend le premier mécanisme, la première logique, donc c'est l'orientation idéologique des médias. Donc ça, ces dimensions-là, lorsque notre livre est sorti en 2013, on ne l'avait pas mise parce que il n'y avait pas à ce moment-là des médias, des télévisions, des journaux qui sont grand public, qui avaient une ligne islamophobe véritablement affirmée pour le cas français. Or, depuis, on a plusieurs exemples de médias. Donc, je vais me focaliser sur la France parce que c'est le pays que je connais le mieux. Là, on voit clairement l'effet de qui détient le journal, qui détient la télévision et le contenu islamophobe qu'on retrouve dans ces médias-là. Donc, on peut donner l'exemple de Valeurs Actuelles. Donc, Valeurs Actuelles, qui est un hebdomadaire qui était confidentiel dans les années 70, 80. C'est seulement dans une période très récente, depuis les années 2010, que Valeurs Actuelles a gagné en crédibilité, a gagné en visibilité, au point que même le président de la République, Macron, avait décidé de faire une interview avec Valeurs Actuelles. Et donc là, à qui appartient Valeurs Actuelles ? Il appartient à une holding donc, qui s'appelle Privinvest Media, donc qui est détenu par Iskandar Safa, qui est un industriel, donc c'est lui qui détient les chantiers navals de Saint-Nazaire. Donc il fabrique des bateaux de guerre, pardon. Et il est associé à Étienne Moujotte, qui est un journaliste historique et un des dirigeants de TF1, et idem pour Charles Villeneuve. Donc vous avez TF1 qui était la plus grande chaîne de télévision européenne, qui est liée à travers la présence de Moujotte et Villeneuve à un média qui est ouvertement d'extrême droite. Autre exemple, la chaîne CNews, chaîne d'information en continu, qui est concurrente avec BFM TV, donc qui est issue du groupe Canal+, et avant ça s'appelait iTélé. Donc c'est à partir de 2015, il y a un rachat qui est fait par Bolloré, donc qui est le grand milliardaire Vincent Bolloré, via la holding Vivendi. Et à partir de 2015, on a un recrutement de plusieurs journalistes qui vont clairement avoir une ligne islamophobe. Et donc la prise la plus importante, bien sûr, c'est Éric Zemmour qui développe ce discours-là. Donc, l'orientation idéologique joue un rôle important. Et récemment, donc il y a quelques semaines, il y a eu un petit débat dans le monde médiatique français, puisque un des journalistes de Valeurs Actuelles, donc journal d'extrême droite, Louis de Ragnel, qui a été recruté par la radio Europe 1 dans son service politique. Et donc, on s'est posé la question, mais comment se fait-il qu'un journaliste qui est clairement dans un journal d'extrême droite soit recruté dans un média dominant ? Et en fait, ces circulations au sein de l'espace médiatique ne sont pas si étonnantes quand on se rend compte qu'il y a une forme d'hégémonie qui se met en place, une hégémonie islamophobe qui s'est construite dans le champ médiatique français. Deuxième mécanisme, c'est celle de l'entre-soi professionnel. Donc là, il y a plusieurs études qui ont déjà montré que, de manière générale, les classes populaires sont très peu représentées dans les médias, puisque le monde des journalistes, le monde des propriétaires de médias sont plutôt un monde issu des classes supérieures, classes moyennes supérieures, et ça produit de fait des formes de marginalisation, voire d'exclusion des classes populaires, que ce soit les médias locaux, régionaux, les médias nationaux.
Et de fait, dans la mesure où les musulmans sont majoritairement issus des classes populaires, eh ben, on a ce phénomène d'exclusion qui se produit. Et de fait, les musulmans sont plus souvent des objets de discours médiatiques que des sujets médiatiques, sujet dans le sse du travail journalistique. Et la présence musulmane dans les grands médias, donc pour le cas français, est très, très faible. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il suffit qu'il y ait des journalistes musulmans pour que ça change complètement la donne, mais ça participe, dans le cas des comités de rédaction, à ce qu'il y ait des discussions par des personnes qui sont issues des communautés musulmanes et qui peuvent donner un point de vue différent. Il y a plusieurs études qui ont été menées en Grande-Bretagne et qui ont montré que ça produisait des effets dans le traitement des minorités de manière générale. Et de fait, les journalistes, en tant que journalistes, en France, je ne sais pas si c'est différent pour le cas de la Belgique, ont beaucoup de mal à se dire musulmans. Donc, se dire musulman dans l'espace public, ça a un coût social, ça a aussi un coût professionnel, et il y a beaucoup de réticence à s'affirmer en tant que musulman. Ce qui n'empêche pas qu'il existe ce que j'appelle des niches médiatiques, entre guillemets, que ce soit les médias musulmans en eux-mêmes, comme Safir News, qui est un site internet, et d'autres comme Oumma.com, etc., qui jouent ce rôle de médias clairement musulmans, ou l'accueil dans certains médias, donc dans Mediapart ou dans d'autres médias, de journalistes qui se disent musulmans et qui sans en avoir honte, et qui, au moment où des questions liées au terrorisme, liées aux attentats, etc., se posent, ont la possibilité de donner un point de vue qui est un point de vue autre que le point de vue dominant. Donc ça, c'est un autre mécanisme qui est important. Un autre porte sur la stratégie marketing. Donc là, ça peut paraître bizarre de parler de marketing ici, mais en fait, donc là, je m'appuie sur des travaux de collègues Berthaud, Darras et Laurence, qui sont intéressés à la PQR, donc la presse quotidienne régionale en France, et à la manière dont ils traitaient les classes populaires. Et ils se rendaient compte que finalement, donc je les cite, donc si racisme il y a, il s'avère ainsi engrammé dans les typologies du marketing, aussi sociologiquement fantaisistes soient-elles, produites par des études demi-savantes mais opérationnelles depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les études marketing, qui sont utilisées par des grands médias, ont plutôt tendance à considérer que les classes populaires, les immigrés dont font partie les musulmans, ne sont pas des cibles. Ne sont pas des cibles pour les publicités. Donc ce n'est pas intéressant d'un point de vue économique. Cette idée d'indifférence des classes populaires et des musulmans au contenu de la presse locale et nationale amène du coup à une indifférence vis-à-vis de ce public-là. Et c'est bien sûr lié à la question du faible pouvoir d'achat. Dès lors que c'est pas la classe moyenne, c'est pas la classe sup qui dépense beaucoup d'argent, on considère que c'est moins intéressant. Et de fait, les classes populaires et les musulmans, qui sont majoritairement des classes populaires, sont ignorés par les spécialistes en marketing médiatique et des régies publicitaires lorsqu'il s'agit en fait de ce type de population. Et donc il y a, ça c'est un principe général, mais il y a bien sûr des exceptions. Donc, dans la mesure où, pour certains domaines d'activité économique, la clientèle musulmane est perçue comme une clientèle intéressante, et donc avec laquelle il faut compter. Donc je donne par exemple le cas des grandes enseignes comme Decathlon, lorsqu'il y a eu l'affaire autour du hijab sportif qui était allé dans le sens des organisations musulmanes ou même contre l'islamophobie qui visaient à stigmatiser ce type de tunique de sport. Certaines marques comme Nike, etc., qui ont fait des communiqués sur ces questions-là, etc., etc. Donc là, ça renvoie, à mon avis, à une question qui est le poids économique que peut avoir les communautés musulmanes en général, et comment ce poids économique peut être pris en compte par les régies publicitaires, et ça a un impact sur les journaux. Vous voyez une sorte de triangle entre la clientèle, les études de marketing et puis le contenu du contenu médiatique en lui-même. Ensuite, il
il y a un autre processus, donc c'est un processus de fait-diversation. Donc la notion en elle-même de fait-diversation, elle a été formulée par un historien qui s'appelle Gérard Noiriel, qui s'était intéressé au XIXe siècle, à la manière dont la grande presse avait émergé. Il s'était rendu compte que la rubrique des faits divers était devenue centrale pour vendre du papier. Donc on va s'intéresser aux meurtres, on va s'intéresser comme tu disais tout à l'heure, sur les trains qui s'arrêtent, qu'il y a des accidents. Voilà. Et c'est ça qui va faire qu'il y a crise, comme tu disais, et qu'on va vendre quelque chose, on va vendre du papier. Et ce processus-là qui est né au XIXe siècle, on le retrouve encore aujourd'hui, mais de manière encore plus amplifiée. Et les rubriques faits divers, les rubriques société sont devenues vraiment la matière première principale de nombreux médias de masse. Et ça, au détriment d'autres types de journalisme qu'on peut appeler journalisme d'investigation, d'enquête. Notamment avec les restrictions budgétaires qui ont frappé les grands médias dans les années 90-2000. Ça coûte cher de payer des reporters, de payer des gens dans des pays étrangers, etc., etc. Donc du coup, il y a eu une réduction du nombre de journalistes reporters d'investigation. Et ça à la faveur de ce qu'on appelle le rubricard, de la rubrique du fait divers, et qui donc va chercher ce qui va faire sensation. Donc le côté sensationnaliste s'explique par des raisons économiques. Et parmi les sujets sensationnalistes, il y a la question de la menace islamique. Et je dis bien islamique, et pas forcément islamiste. Parce que bien avant les attentats, les premiers attentats qui ont été commis sur le sol français en 1995, vous retrouvez cette question-là, cette question des pratiques religieuses musulmanes comme une forme de sensationnalisme exotisant, mais aussi stigmatisant, etc. Et les attentats, en fait, de 1995, ensuite ceux de 2001 aux États-Unis, puis ceux de 2015, n'ont fait qu'en fait accélérer des processus qui existaient déjà. Et de fait, les faits divers sur la question musulmane, pour la France, mais c'est aussi le cas pour d'autres pays européens, amènent à rentrer dans une logique de surenchère éditoriale. Donc une concurrence qui se met en place entre les journaux sur qui va avoir un fait divers, qui va avoir le témoignage de telle ou telle personne, etc. Et l'actualité, malheureusement, est faite de plein d'exemples de ce type de fait divers. Donc il y a eu l'affaire du Burkini à l'été 2016, l'affaire de la jeune chanteuse Menel et Ibtissem là, qui avait quitté l'émission The Voice, la question du hijab de Decathlon en 2019, la question plus récente de la syndicaliste Mariam Pouchtou de l'UNEF qui est intervenue à l'Assemblée nationale. Donc toutes les semaines, vous avez 2 ou 3 sujets en fonction des périodes. Donc, avec le Covid, ça s'est réduit. À la rentrée, il y a un retour. Donc il y a aussi la question des agendas politiques et médiatiques qui jouent un rôle dans cette affaire. Donc ça, c'est du fait divers. Voilà. Et ça participe à des formes de stigmatisation des musulmans. Un autre mécanisme, c'est la question de la concurrence et du poids des sources policières. Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un besoin constant de la part des médias d'avoir des faits divers. Or, ces faits divers proviennent souvent de sources qui peuvent être diverses et variées, mais notamment des sources officielles, gouvernementales, policières, liées à la justice, etc. Et ces sources sont intéressantes parce que c'est un flux continu et puis il y a un côté d'autorité. Donc quand c'est le gouvernement, quand c'est des services de police, quand c'est des services de justice qui donnent ce type d'informations, ça participe à dire que c'est un sujet légitime et qu'on peut en parler. Et ce qui fait que ça construit une relation de dépendance entre les médias dominants et les sources officielles. Et cette relation de dépendance fait que certaines catégories, notamment des catégories policières, ont tendance à s'exporter dans le champ médiatique. Par exemple, la notion très récente de séparatisme. Séparatisme, pour parler du séparatisme musulman, c'est quelque chose qui est né d'un discours du président Macron. Auparavant, on parlait plutôt de communautarisme, etc.
Mais s'il y a un débat public sur est-ce qu'il y a séparatisme ou pas en France, c'est parce que ça a été porté par le président de la République. Donc ça légitime cette notion-là. Et de fait, la plupart des médias, quand vous voyez les émissions qui ont lieu, c'est est-ce qu'il y a séparatisme ou pas, comment est-ce qu'on peut le mesurer, etc. Donc, mais du coup, là, le champ politique et le gouvernement imposent un cadre, imposent la manière de parler de l'islam. Et qui est une manière qui est très problématique parce que parler de séparatisme, c'est en total décalage par rapport à la réalité, parce qu'il n'y a aucun groupe musulman qui veut faire sécession, qui souhaite avoir un territoire français à lui. Enfin, donc il y a un côté déréalisation, il y a un décalage vis-à-vis de la réalité qui est très, très puissant. Et ces catégories, donc là, je n'ai pas de séparatisme, mais on peut remonter plus loin dans le temps, avec le terme communautarisme, avec le terme radicalisation, qui lui aussi a fait l'objet de toute une série de définitions plus ou moins valables, ont imprégné finalement le champ médiatique et ça, notamment grâce à un phénomène qu'a bien mis en lumière le sociologue Pierre Bourdieu, ce qu'il appelait la circulation circulaire de l'information. C'est-à-dire que la tendance que peuvent avoir certains médias, pas tous bien sûr, à reprendre les informations qui ont été publiées par d'autres, en disant voilà, on a raté quelque chose, il faut qu'on parle de ça. Donc il y a une sorte d'effet boule de neige qui se produit dans ce type de situation. Autre avant-dernier, donc 6e mécanisme, c'est l'usage des sondages d'opinion. Donc les sondeurs, les instituts de sondage sont des acteurs très importants, même parfois hégémoniques dans le champ médiatique, pour imposer des débats, pour imposer certaines questions. Et les commanditaires, qu'il s'agisse de journaux ou qu'il s'agisse de think tanks, peuvent participer à la création de problèmes musulmans. Et donc je pense notamment à des journaux qui ont des lignes clairement islamophobes, que ce soit Le Figaro, même Valeurs Actuelles, etc., où je parle de think tanks, qui sont des think tanks de droite, et comme Terra Nova, Institut Montaigne ou Fondapol, etc., qui commanditent souvent des sondages sur la question musulmane. Et donc il y a deux types de sondages. Il y a soit les sondages qui visent à sonder les musulmans. Donc, que pensent les musulmans? Et donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a toute une question qui se pose sur l'échantillon, sur qu'est-ce que c'est qu'un musulman. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des sondeurs qui me disaient qu'on n'arrive pas à en trouver. On a un échantillon qui est un peu le même pour n'importe quel sondage, et quand on pose la question si vous êtes musulman, en fait, on en a très peu. Et donc, il bricole un échantillon qui est censé être représentatif, et à partir de là, on tire toute une conclusion sur, donc par exemple, autour de 70% des jeunes musulmans considèrent que les valeurs de la République sont supérieures, que les valeurs musulmanes, les valeurs de l'islam sont supérieures aux valeurs de la République. Et qui sont censés montrer qu'il y a un séparatisme entre la jeunesse musulmane et la République de manière générale. Et donc ça, d'un point de vue méthodologique, ça ne tient pas la route, d'un point de vue scientifique, c'est très critiquable, mais dans la mesure où ce sont des sondages et qui se donnent une certaine autorité scientifique, avec cette idée de représentativité, ça participe à, là encore, une forme de circulation circulaire de l'information, puisqu'il y a d'autres journaux qui reprennent ces sondages, etc. Puis il y a un autre type de sondage, là, c'est plutôt sur la population en général. Et là, donc, je donne un exemple du Figaro, qui avait commandité un sondage auprès de l'IFOP en 2012. Et donc là, la manière dont les questions sont posées induisent une certaine réponse. Donc là, je la cite. Donc, diriez-vous que la présence d'une communauté musulmane en France est, plutôt une menace pour l'identité de notre pays, plutôt un facteur d'enrichissement culturel pour notre pays, ni l'un ni l'autre. Donc, quand vous voyez comment la question est structurée, vous voyez le problème qu'il y a. Vous avez déjà une opposition entre notre pays et la communauté musulmane. Il y a l'idée qu'il y a une communauté musulmane qui serait homogène. Et il y a l'association entre communauté musulmane homogène, notre pays, et la notion de menace. Donc là, vous voyez que la question, c'est une question qui a véritablement une volonté
à peine dissimulée de mettre en opposition d'un côté l'islam, de l'autre côté la République. Et donc, je pourrais multiplier comme ça les exemples de sondages qui vont dans ce sens. Et ça, on en a pas tous les mois, mais presque de ce type de sondages qui sont produits. Enfin, dernier élément, dernier mécanisme, c'est le rôle des experts. Donc là aussi, on pourrait développer longtemps, mais il me semble que la logique médiatique essentialisante, donc le fait de réduire les individus à leur supposée appartenance religieuse musulmane, donc va de pair avec la montée en puissance des intellectuels médiatiques, entre guillemets, des fast thinkers, donc des gens qui pensent vite, et qu'on peut appeler experts, même si je sais qu'en Belgique, le terme expert peut avoir une tendance moins péjorative qu'en France, où l'expert est plutôt perçu de manière péjorative. Donc en gros, un expert, c'est un journaliste ou c'est un scientifique, donc quelqu'un qui est universitaire, et qui est censé avoir une expertise sur l'islam ou sur les questions de radicalisation, terrorisme, etc. Mais de mon point de vue, il se distingue des journalistes ou des scientifiques par l'absence des règles de respect, l'absence de respect des règles de déontologie journalistique ou scientifique. Mais il joue de ce rôle d'expertise, de cette légitimité, pour finalement participer à légitimer les catégories essentialisantes. Et tout à l'heure, on évoquait les films qui parlaient de radicalisation, etc. Donc l'exemple typique, c'est les indices de radicalisation. Donc, les indices de radicalisation, c'est des experts qui les ont construits. Et en fait, le simple fait d'avoir une religiosité musulmane un peu orthodoxe, mais même pas forcément très orthodoxe, peut être considéré comme un indice de radicalisation. Et voilà, donc ces experts-là se jouent ce rôle-là. Il y a la notion de séparatisme que j'avais évoquée, la notion d'écosystème islamiste, là, qui a été développée par des politistes il y a quelques mois, autour de la notion de l'islam et prison, etc. Donc, et tout ça, ça participe à ce que j'appelle une vision néo-orientaliste, c'est-à-dire à essentialiser les communautés musulmanes et à faire le lien entre l'islam, pratique orthodoxe de la religion musulmane, et donc politique et violence politique. Donc c'est une sorte de raisonnement en 4 temps qui s'est imposé à cause de ces experts. Donc, pour conclure, donc mon propos ici vise à dégager les principales logiques médiatiques de la stigmatisation des musulmans, mais il faut faire attention à ne pas considérer que le champ médiatique est un champ homogène. Donc il y a une grande variété de types de médias, d'approches, etc. Donc, le traitement médiatique, de ce que j'ai pu observer, le moins stigmatisant, est celui qui est le plus proche de la réalité. Celui qui est un journalisme d'enquête, celui qui fait l'investigation, et qui, de fait, le journaliste qui respecte le plus les règles, la déontologie journalistique, et donc les médias qui sont les plus autonomes dans le sens qui obéissent à ses propres règles. Et à l'inverse, les médias qui sont le plus dans les logiques de stigmatisation sont les plus hétéronomes, c'est-à-dire les médias qui marginalisent ou qui mettent de côté les règles de la méthode journalistique, c'est-à-dire le fait de mener l'enquête, le fait de recouper ses sources, le fait d'avoir une certaine indépendance intellectuelle, matérielle, etc., etc. Et aussi l'hétéronomie, le fait de ne pas être sous l'emprise des logiques économiques, donc de l'audimat, de l'audience, etc., ou des logiques plus politiques, c'est-à-dire la soumission vis-à-vis des volontés, de l'idéologie politique des propriétaires. Donc il me semble que pour conclure, un des enjeux proprement antiracistes vis-à-vis des médias, et pour lutter contre l'islamophobie qui se développe dans les médias, c'est comment faire pour assurer l'autonomie des médias. Donc, une manière de lutter contre l'islamophobie, c'est d'assurer autant que possible, autant que faire se peut, l'autonomie des médias et de faire en sorte que la déontologie, que les règles que les journalistes se sont fixées eux-mêmes soient respectées. Voilà, je vous remercie. Patienter avec nous jusqu'à cette dernière intervention que va nous faire Monsieur Jean-Jacques Jespers. Vous avez baigné, ou j'ai baigné de longues soirées à vous regarder
quand vous étiez journaliste à la RTBF. C'était un véritable plaisir. Aujourd'hui, vous êtes aussi professeur de déontologie journalistique à l'ULB. Et je pense que c'était en 2016, dans la revue politique, je lisais quelque chose d'assez incroyable. Vous avez écrit un article qui s'appelait « Attentat, les Thénardier de l'information ». Okay. Et vous disiez le récit des divers épisodes des attentats du 22 mars et de la traque des djihadistes, tel qu'il a été produit et diffusé par les grands médias, nous en dit plus sur ces médias eux-mêmes que sur la réalité des faits ou sur leurs déterminants. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à décortiquer un peu différemment ce que je lisais. Et vous êtes aussi aujourd'hui, et depuis 2018, le président du Conseil de déontologie journalistique pour la partie francophone. Et c'est vrai que nous sommes tous attachés à la liberté d'expression, à la liberté de presse, qui n'a pas la même valeur dans tous les pays démocratiques du monde. Et puis, on a peut-être une exception qui s'appelle le Conseil de déontologie journalistique en Belgique. C'est quelque chose qui a été créé par les journalistes eux-mêmes, je pense. Hein. Et par les éditeurs. Et par les éditeurs. Alors, notre question qui nous a interpellés quand on a lu ce que faisait le Conseil de déontologie, sans explication, on n'arrive pas toujours à comprendre les missions, qui intervient, comment c'est structuré, comment est gérée une plainte. Il est essentiel qu'à un moment donné, quand on est heurté par certains articles qui vont peut-être bafouer la vie, peut-être même détruire la vie de certaines personnes lorsqu'on les cite dans certains journaux, etc. Nous, on a voulu vous poser cette question. C'est quoi le CDJ? Comment ça fonctionne quand on porte plainte? Quel est votre travail, en fait? D'accord. Je vais commencer par un souvenir. Vous aviez évoqué le fait que j'ai été journaliste pendant très longtemps à la RTBF. Quand j'étais journaliste, il n'y avait pas de musulmans dans les médias. Il y avait des travailleurs immigrés. Et quand on parlait des musulmans, c'était les gens qui faisaient le pèlerinage à la Mecque. C'était très exotique, comme on l'a dit tout à l'heure. C'était plus un décor qu'une réalité sociale. Et donc, progressivement, petit à petit, à partir de 79, à partir de la révolution iranienne, il y a eu cette racialisation dont on a parlé tout à l'heure, cette essentialisation du musulman en tant que personnage du jeu médiatique, personnage du récit médiatique, représentant l'ensemble des personnes d'origine du Sud, enfin des pays dont on pouvait penser que la religion musulmane y était présente, sans se poser la question de savoir s'ils étaient toujours adhérents à la religion musulmane, s'ils avaient des pratiques ou non, etc. etc. Donc, ça s'est évidemment accentué après les attentats de 2001, dans ce processus que Thomas Deltombe a décrit très précisément, où on passe petit à petit, sans s'en rendre compte, de islam à islamique, islamique à islamiste, islamiste à terroriste, tout en croyant parler toujours de la même personne et des mêmes phénomènes, sans se rendre compte, en tout cas, du glissement sémantique qui s'est opéré. Donc, effectivement, il y a une problématique très spécifique dans la déontologie journalistique d'aujourd'hui, qui est le traitement des informations relatives à ces personnes-là, qu'on désigne aujourd'hui sous ce vocable très généralisant de musulmans. Et on sait bien que la généralisation, c'est justement un des traits les plus négatifs du journalisme. Et c'est une des infractions les plus manifestes à la déontologie professionnelle. C'est de faire de la généralisation abusive, de prendre la caractéristique d'une personne ou d'un petit groupe et de la généraliser à tout un ensemble de personnes ou toute une communauté. Donc, on a voulu, en Belgique, depuis 2010, essayer de porter remède à toute une série de défauts qui se manifestaient dans les médias.
c'est pas nouveau, évidemment, cette question d'essayer de porter remède aux défauts manifestes qui sont ceux des médias et dont on a donné tout à l'heure un très grand nombre d'exemples tout à fait caractéristiques. À la limite, depuis que les journalistes et les éditeurs sont confrontés à l'impopularité croissante de leur métier, ils essayent d'y porter remède par toutes sortes de moyens, et notamment par la création de ce qu'on a appelé des conseils de presse, c'est-à-dire des organes d'autorégulation qui ne sont pas vraiment des tribunaux professionnels, qui ne prononcent pas de sanctions, mais qui, en quelque sorte, par la persuasion, par le bon exemple, par la discussion et par l'évaluation, essayent de faire évoluer les pratiques professionnelles et d'améliorer, effectivement, c'est la principale préoccupation, évidemment, d'améliorer la perception du métier de journaliste et d'améliorer la perception des médias dans la population. Alors cette préoccupation, elle a commencé déjà dans les années 1900-1910. Le premier conseil de presse est né dans les pays scandinaves dans les années 1910. Et aujourd'hui, il y a en Europe 36 conseils de presse, 36 conseils d'autorégulation, dont 25 dans les pays de l'Union européenne, et 2 en Belgique, un néerlandophone et un francophone. Et donc en 2010, ce conseil de presse a été créé après de très longues négociations entre les éditeurs et les journalistes, et surtout entre les journalistes, les éditeurs de la presse imprimée d'une part, et les éditeurs de la presse audiovisuelle de l'autre, parce que les éditeurs de la presse audiovisuelle ne voulaient pas être soumis à un double contrôle, celui du CSA, comme en France, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui supervise le fonctionnement des médias audiovisuels exclusivement, et celui de ce nouvel organe à créer, qui était le Conseil de déontologie journalistique. Donc, on a trouvé un accord qui a été concrétisé dans un décret pour la communauté française en 2009, et le 1er janvier 2010, le Conseil de déontologie journalistique a été installé. Alors, il s'occupe de tous les aspects de la déontologie professionnelle. Vérification des sources, respect de la vie privée, sauf, évidemment, motif d'intérêt public, respect de la dignité humaine, respect du secret des sources, enfin, tous ces aspects tout à fait fondamentaux, respect de la vérité, bien sûr, en premier lieu, tous ces aspects vraiment fondamentaux de la déontologie professionnelle. Mais il y a un aspect particulier qui a tout de suite attiré l'attention du CDJ, mais qui avait déjà attiré l'attention des organisations professionnelles de journalistes auparavant, c'est le traitement des questions qui touchent à des personnes d'origine étrangère ou qui sont désignées par le discours global comme étant étrangers ou d'origine étrangère. Un premier sondage avait été fait dans les années 90-95, non pas un sondage, une enquête universitaire sur les contenus des médias belges, francophones et néerlandophones, et les résultats étaient assez préoccupants. On voyait très bien que dans ces contenus, les personnes d'origine étrangère étaient présentées de manière assez négative, assez hostile. Et ça a donné lieu à une première tentative d'y porter remède, c'était de produire une série de recommandations à l'usage des médias, à l'usage des journalistes en particulier, concernant le traitement de l'information à propos des personnes représentées comme étant d'origine étrangère. Donc ces recommandations-là, fin des années 90, ont été élaborées en coordination avec le Centre pour l'égalité des chances, et, qui s'appelle maintenant UNIA. Donc, voilà. Une deuxième étude a été réalisée début des années 2000, et elle a montré une évolution assez intéressante. C'est-à-dire que la plupart des défauts qui avaient été repérés par la première étude s'étaient très largement atténués. Il restait une préoccupation centrale, c'était que les personnes d'origine étrangère étaient la plupart du temps associées à des événements négatifs. Alors, ça pouvait être
des événements ou des situations telles que l'exclusion sociale, la pauvreté, mais ça peut aussi être évidemment des phénomènes de criminalité ou, et ça c'était nouveau, de radicalisation religieuse ou de fanatisme. Alors, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie de cette construction médiatique générale. Peut-être qu'elle est un petit peu moins polarisée en Belgique francophone, parce que la structure de propriété médiatique n'est pas la même. Les médias appartiennent soit à l'État, soit à des fondations familiales. On n'est pas en présence de cette oligarchie dominante des 9 oligarques qui contrôlent tous les médias en France. Mais néanmoins, ce type de caractéristiques restait préoccupant, ce qui a amené le Conseil de déontologie journalistique en 2016 à produire de nouvelles recommandations concernant l'information à propos des personnes étrangères ou d'origine étrangère et des thèmes assimilés, parce que, évidemment, c'est une définition trop étroite. Et en même temps, nous avons produit un glossaire qui a 120 entrées, je crois, sur tous les termes que l'on peut éventuellement être amené à utiliser dans le récit médiatique à propos de ces personnes, à propos des procédures de reconnaissance du statut de réfugié, à propos des statuts existants, à propos de tous les termes qui sont utilisés de manière indistincte, migrants, immigrés, immigrants, etc. À propos aussi de toutes les terminologies qui ont été reprises aux traditions religieuses et qui sont galvaudées de manière assez systématique, notamment les différentes manières de désigner les vêtements que peuvent porter dans certains pays musulmans les femmes, ou chez nous. Hein. Le hijab est souvent confondu dans le discours collectif avec toutes sortes de vêtements qui n'ont absolument rien à voir avec cette habitude ici. Quant à ce qui concerne le fonctionnement du CDJ lui-même, donc le système est très simple. Toute personne qui considère qu'il y a eu une infraction à la déontologie professionnelle dans un média, même si elle n'est pas directement concernée, peut introduire une plainte. Alors il faut simplement s'identifier. Il faut évidemment désigner clairement le média et la production médiatique qui est en cause, la motivation de la plainte, si possible en indiquant quelle est la règle déontologique qui est enfreinte. Et ça suffit. Il suffit d'envoyer un mail, lecdj.be. Il suffit d'être suffisamment clair dans l'expression de son grief et la plainte sera enregistrée. Elle ne sera pas nécessairement considérée comme recevable si certaines conditions de forme ne sont pas remplies, par exemple si l'identité n'est pas mentionnée ou si le reproche exact qui est fait n'est pas clair, on pourra considérer que la plainte n'est pas recevable. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? La secrétaire générale prend contact avec la partie plaignante et dit « Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que vous pouvez confirmer vos griefs, est-ce que vous pouvez aller plus loin dans la clarté de votre propos ? Est-ce que vous pouvez compléter votre plainte ?» Si rien ne se passe et si la plainte n'est toujours pas recevable, on signifie au plaignant que sa plainte n'est pas recevable, mais qu'il peut, en quelque sorte, exercer un recours contre cette décision de non-recevabilité s'il estime que néanmoins sa plainte doit être maintenue. Et à ce moment-là, elle est soumise au Conseil. Le Conseil de déontologie se réunit tous les mois, parfois 2 fois par mois parce qu'il y a beaucoup de plaintes et il y a un certain retard actuellement. Et il commence par se prononcer sur la manière dont on va traiter la plainte. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va simplement l'instruire au niveau du secrétariat général sous forme écrite, en recevant
les réponses du média, puis la réponse du plaignant à la réponse du média, puis la réponse du média à la réponse du plaignant. Donc il y a un aller-retour de deux fois. Ou bien est-ce qu'on va créer une commission d'instruction composée de quelques membres du Conseil qui va éventuellement auditionner le plaignant et le média, ou l'un ou l'autre. Ou bien est-ce qu'on va... ce sont les deux procédures habituelles. Après ça, un projet d'avis est évidemment préparé, soit par la commission qui a été créée, soit par le secrétariat général. Et puis, ce projet d'avis est discuté en séance plénière pendant une des réunions. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une décision qui prend deux formes. Soit la plainte est considérée comme fondée, c'est-à-dire qu'on considère que le plaignant avait raison, soit la plainte est considérée comme non fondée. Elle peut aussi être considérée comme partiellement fondée si plusieurs griefs ont été soulevés par le plaignant et que certains de ces griefs sont rencontrés, sont considérés comme fondés, et d'autres ne le sont pas. Si la plainte est fondée ou partiellement fondée, les éditeurs, l'ensemble des éditeurs de la presse imprimée, de la presse audiovisuelle, de la presse en ligne, se sont engagés à publier la décision du CDJ en première page de leur site Internet. Pourquoi la première page de leur site Internet? Parce que c'est la seule chose que les éditeurs de différents types ont en commun. Les éditeurs de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse en ligne, ils ont tous un site Internet, ils ont tous une page d'accueil sur leur site Internet. Ce n'est pas l'idéal. Moi, j'aurais préféré qu'on publie dans les pages internes ou dans l'émission qui a été mise en cause, par exemple, comme pour un droit de réponse légal. Mais c'est le consensus auquel on est arrivé au sein de cet organe d'autorégulation qu'est le CDJ, ou plus exactement l'Association pour l'autorégulation de la déontologie journalistique, qui est la structure chapeau du CDJ, celle qui a créé le CDJ, qui a désigné ses membres. C'est 20 membres. Il y a 6 membres représentant les journalistes, l'association des journalistes. Il y a 6 membres représentant les éditeurs de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse en ligne, et 6 membres choisis par les 2 autres bancs, si vous voulez, qui représentent, entre guillemets, la société civile, c'est-à-dire qui sont des personnes ayant une compétence dans le domaine médiatique, qui s'intéressent aux médias, qui ont aussi des liens avec la question de la déontologie journalistique, comme par exemple le directeur de la Ligue des droits humains, ou des chercheurs, ou des avocats, des gens qui sont en dehors du monde médiatique, mais qui ont un lien avec ce monde. Et puis 2 sièges qui sont réservés à la représentation des rédacteurs en chef qui estiment avoir un statut particulier dans la défense de la déontologie. Donc, voilà, ce CDJ se prononce donc de manière tout à fait indépendante, et tout à fait indépendante de la politique, tout à fait indépendante de l'appartenance de ces différents membres à un média particulier ou à une institution particulière. Chacun se prononce en âme et conscience et n'est pas là pour défendre, par exemple, le média auquel il appartient. D'ailleurs, bien entendu, si une plainte vise un journaliste ou un média en particulier, il ne peut évidemment pas participer au débat concernant cette plainte. Il doit se retirer, il est récusé d'office, et même s'il n'est que de manière assez éloignée concerné par le sujet, en général, il se retire, il se déporte de la discussion. Ce n'est pas un système idéal, mais il n'y a pas de système idéal. Moi, j'ai coutume de dire que ce système d'autorégulation, où ce sont les journalistes et les éditeurs, c'est très important, journalistes et éditeurs, ce n'est pas seulement les journalistes, où les journalistes et les éditeurs décident ensemble de ce qui est acceptable ou non, ont écrit ensemble le code de déontologie journalistique qui sert de référence aux décisions du CDJ. Ce code a été publié en 2013. Il est assez régulièrement mis à jour. Il y a 27 articles concernant les différents aspects de la déontologie, y compris évidemment le refus total de la
discrimination, de la stigmatisation, de la généralisation abusive, etc. etc. Le fait que les journalistes et les éditeurs de tous les médias se soient mis ensemble pour dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, c'est, à mon avis, la moins mauvaise des solutions pour essayer de porter remède aux différents défauts, aux différents vices de l'information journalistique tels qu'ils ont été aujourd'hui encore mis en évidence. J'ai coutume de dire que, comme Churchill disait de la démocratie, c'est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, eh bien, l'autorégulation, c'est le plus mauvais de tous les systèmes à l'exception de tous les autres. Par qui a été créé le glossaire du CDJ? Est-il disponible aux citoyens lambda? Alors, le glossaire est en ligne sur le site du CDJ, qui a été complètement rénové au début de cette année. Vous allez sur l'onglet texte, et dans l'onglet texte, il y a notamment les recommandations en matière d'information concernant les personnes étrangères ou d'origine étrangère et les problèmes assimilés. Et dans ce texte-là, il y a le glossaire. Voilà. Merci. Alors, une deuxième question un peu plus longue, parce qu'il y a vraiment une introduction. J'estime que la liberté de culte était l'aboutissement d'une réflexion qui devait mener à une paix sociale. Aujourd'hui, on attaque les fondements de cette liberté. Le musulman doit exclure la pratique de son culte pour être accepté dans la société. Et certains, aujourd'hui, au niveau des médias, des politiques, des intellectuels, à la laïcité, s'en servent pour exclure une seule et unique communauté religieuse. Comment devons-nous faire pour lutter contre ce phénomène? Quels sont les moyens d'action et quels sont les alliés sur qui nous pourrons compter dans cette lutte fortement inégale? Je pose la question à qui pourra y répondre. Autre question, mais on va déjà essayer de écoutez, moi, à titre personnel, j'estime effectivement que la laïcité, ce n'est pas l'exclusion d'une manière de voir le monde et pas toutes les autres. C'est le droit pour chacun d'exprimer sa conviction et de vivre ses convictions de manière libre et de manière égale. C'est d'ailleurs la définition même de la laïcité. Ça, c'est mon avis personnel, hein, mais je le partage. Pour ce qui concerne l'autorégulation, ce qu'on a essayé de faire, c'est de quand même être assez clair sur le sens qu'on peut donner aux mots. Moi, j'enseigne aussi donc, à l'université et j'essaye de faire le lien, de faire la distinction dans la terminologie qui est utilisée, notamment dans les médias, entre certaines définitions qui sont données et d'autres. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. C'est par exemple la confusion de plus en plus fréquente dans les médias entre antisionisme et antisémitisme. C'est une distinction, c'est une confusion, pardon, qui est entraînée, qui est encouragée par une certaine propagande d'État du côté israélien, par exemple. De même, quand on parle d'islamophobie, il y a la définition qui vient d'en être donnée dans l'exposé précédente, qui est tout à fait limpide et essentielle, mais il y a aussi certaines propagandes d'État qui tentent, ou certaines propagandes ultra-religieuses, qui tendent à faire admettre que toute critique ou toute mise en cause ou toute satire visant l'islam serait de l'islamophobie. Donc il faut faire la distinction entre... Et c'est pas facile pour les journalistes toujours de faire le départ entre ces notions et de savoir qui en est porteur, etc. etc. Donc voilà, donc il faut la solution, c'est toujours d'en sortir par le haut, c'est-à-dire en donnant plus d'informations, en donnant plus de mise en contexte, en faisant en sorte que la notion soit éclairée par davantage de lumière. Alors j'ai une question pour M. Abdelali Hadjaz. Je vais laisser Non. Oui, allez. J'entends bien le rôle du conseil de déontologie par rapport au journalisme, mais de plus en plus dans les médias, on fait un appel à des chroniqueurs Oui. qui ont, de ce que je comprends,
expressions tout autres, un positionnement tout autre. Et quel rôle le Conseil de déontologie joue-t-il par rapport aux chroniqueurs? Est-ce qu'on peut interpeller le Conseil par rapport à des chroniqueurs? Alors, nous, on a effectivement déjà été confrontés à ce genre de questions parce que c'est pas facile. Oui, donc la question était, est-ce que les chroniqueurs, qui sont de plus en plus nombreux dans les médias, relèvent eux aussi éventuellement des plaintes au Conseil de déontologie journalistique, et qu'est-ce qu'on en fait? On a été confronté à cette question plusieurs fois, et la manière dont on s'en est sorti, mais c'est peut-être pas la plus honorable, c'est de dire, à partir du moment où il y a un contenu journalistique, c'est-à-dire où on prétend apporter de l'information, on relève de la déontologie journalistique, quel que soit le nom qu'on porte. Si on porte le nom de chroniqueur ou d'intervenant, ou de rubriqueur, ou tout ce que vous voulez, ou d'animateur même. À partir du moment où on prétend apporter une information, où on prétend apporter un contenu journalistique, on relève de la déontologie journalistique. Si c'est de l'humour, si c'est, comment je vais dire, oui, de l'humour ou de l'humeur, ça ne relèvera de la déontologie journalistique que dans la mesure où les faits qui sont rapportés de manière exacte. Si on déforme les faits, si on ment systématiquement, sauf évidemment dans le cadre d'un mentir vrai qui est propre à l'humour, alors là, on peut éventuellement aussi être l'objet d'une plainte. Voilà. Merci. On prend les questions. Hanan, on va d'abord prendre les questions du public. Oui. Merci. Alors, Abdelali, vous avez parlé énormément de la situation en France. Qu'est-ce qui empêche qu'une une situation identique à la France progresse en Belgique? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Une très bonne question, parce que si vous prenez par exemple la situation au début des années 1980 en France, l'idée de discriminer légalement des femmes musulmanes qui portent le voile n'était pas partagée par les élites françaises en général. Donc, quand il y a eu la fameuse affaire de Creil en 1989, il y avait une division en fait, entre les élites, et globalement, il y a eu un avis du Conseil d'État qui a considéré que le fait de porter le voile en lui-même n'est pas une atteinte au principe de laïcité, et donc il y avait même l'idée que si on refusait à ces jeunes filles d'aller à l'école publique, c'était discriminatoire. Et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était la fin des années 80. Donc il a fallu quand même une trentaine d'années pour qu'il y ait un basculement idéologique qui se produise, qui s'explique par plein de mécanismes, etc. Et donc, ce qui veut dire que rien n'est acquis. C'est-à-dire que la question des libertés religieuses, liberté de culte, liberté de pratiquer sa religion en public, en Belgique, elle est déjà remise en cause. Déjà par rapport à l'arrêt qui a été à l'avis de la Cour constitutionnelle du mois de juin. Donc il y a un processus qui est en train de se produire avec les mêmes arguments d'ailleurs qui avaient été donnés pour le cas de la France. Avec l'idée que quand une étudiante porte le voile, ça ferait une pression sur celles qui ne le portent pas, etc. Donc je pense qu'il y a une circulation entre la France et la Belgique qui est très puissante en raison de la proximité linguistique. Et je suis toujours étonné de l'importance qu'a l'actualité française sur le débat public belge, dans la mesure où l'inverse n'est pas vrai. Je suis désolé de dire ça, mais les Français, le monde médiatique français, de manière générale les élites françaises, s'intéressent très peu à l'actualité belge, francophone, sauf bien sûr quelques journalistes qui sont un peu spécialisés, etc. Et il me semble que cette communauté finalement linguistique
ça est associé aussi à des réseaux d'individus, d'acteurs associatifs, voire même d'experts qui circulent entre l'espace français et l'espace belge. Et voilà, les frontières sont pas étanches. On a un peu le même processus qui se produit avec le Québec, ou avec la mise en place d'une charte de laïcité, avec l'interdiction du port de signes religieux pour l'administration publique, ce qui était impensable pour le Canada. Le Canada, qui est le pays du multiculturalisme, etc. Et ça s'est produit cette année. Donc c'était au mois de janvier ou février 2020. Donc voilà, donc je pense que ça arrive déjà en Belgique, c'est déjà arrivé. Et l'enjeu, en fait, c'est de faire en sorte que les principes d'égalité, les principes de liberté de culte, les principes de liberté d'expression religieuse qui font partie de la Constitution belge, les choses sont vraiment explicites en plus dans la Constitution belge, soient maintenues. Et c'est une bataille qui est à la fois idéologique et qui porte notamment sur la notion de laïcité. Parce que la notion de laïcité, en France, elle a été transformée en 2003. Donc, auparavant, les choses étaient relativement claires sur ce qu'on entendait par laïcité. C'est la loi de 1905, séparation des Églises et de l'État, liberté de conscience, donc liberté de croire et de ne pas croire, liberté de culte, liberté d'expression religieuse dans l'espace public. C'est l'État qui garantit le fait qu'il y ait des processions religieuses à Lourdes. Par exemple, le pèlerinage de Lourdes, c'est garanti par l'État. C'était le socle qui s'est construit en 1905 et qui s'est maintenu jusqu'en 2003 avec un renversement qui s'est produit avec ce que j'appelle la néo-laïcité, pour la distinguer de l'ancienne laïcité. Et néo-laïcité, en fait, qui, en gros, étend le principe de neutralité religieuse vers des personnes qui ne sont pas des agents de l'État. Voilà. Et ça, c'est un renversement total de ce qu'on entendait auparavant par la laïcité. Et un des acteurs qui a joué le rôle le plus important, c'est François Baroin, qui était à l'époque député et qui avait rendu un rapport parlementaire et qui est assez explicite d'ailleurs, avec un sous-titre qui est assez glaçant, puisqu'il disait, donc le sous-titre c'était « La laïcité contre les droits de l'homme ». Donc il faut redéfinir la laïcité, quitte à ce que ça aille à l'encontre des droits de l'homme, et en l'occurrence du droit à l'éducation des jeunes filles. Et donc voilà, donc c'est une bataille qui s'est produite. Et là, il y a des acteurs, me semble-t-il, en Belgique, qui sont aussi dans cette logique-là, de redéfinition de la laïcité. Et donc, bon, l'avenir n'est pas certain, mais il n'y a aucune raison de croire que ce qui s'est produit en France, ce qui s'est produit au Québec, d'une certaine manière, ne se produise pas aussi en Belgique. Bon, c'est un peu pessimiste ce que je dis, du point de vue de la lutte contre l'islamophobie, mais il me semble quand même que les configurations politiques et même médiatiques belges sont très différentes des configurations politiques et médiatiques françaises. Et voilà, et de ce que vous disiez tout à l'heure sur la structuration du champ médiatique, il n'y a pas cet oligopole des milliardaires comme il y a en France. L'existence d'une instance comme la vôtre, du CDJ, ou en France, il y a le CSA, mais dont le pouvoir de sanction est vraiment très, 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 très faible. Donc, du coup, il y a une sorte de logique de surenchère raciste, pas seulement islamophobe d'ailleurs, parce que le racisme anti-noir est d'une puissance terrible aussi dans les médias, comme on a pu le voir avec le député Daniel Obono, qui a été stigmatisé. Donc, il y a un côté aussi français très centralisé autour de Paris. Et donc les structures politiques belges sont beaucoup plus décentralisées, les niveaux de pouvoir aussi, au niveau des échelons communal, régional, fédéral, etc., font que, il me semble qu'il y a des garde-fous, entre guillemets, des logiques d'essentialisation, des surenchères racistes, qui peuvent être favorables à une lutte contre l'islamophobie. Après, bon, voilà, il y a la Flandre avec des gouvernements extrême droite. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui relève aussi de la Wallonie, qui a un espace politique un peu particulier et
qui se distingue. Bon, vous êtes mieux placé pour savoir que moi. Donc, de la Flandre, dans la manière dont c'est structuré le champ politique, quoi. Merci pour cet éclairage. Et la dernière question des personnes à distance, c'est pour Daniel Bonvoisin. Voilà. L'industrie cinématographique indienne est très puissante. Le nombre de films produits par l'Égypte et par la Turquie, ou les séries produites par la Turquie, sont phénoménaux. Comment se fait-il que les chaînes publiques belges ne diffusent pas ce genre de séries-là, de ces pays-là, plutôt que toujours nous assainir de séries américaines à bout de champ? Très bonne question. Je pense que la réponse, elle est assez simple. C'est parce que personne ne croit à l'intérêt commercial de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne serait pas une réussite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans l'univers de la production de fiction en général, c'est que en fait, c'est toujours des prises de risques. Et qu'en général, quand l'histoire du cinéma avance à grands pas, c'est parce que quelqu'un a soudain fait un choix qui relève plutôt de l'audace. Un exemple assez frappant quand même, c'est Black Panther, produit par Disney. Hein. C'est quand même pas non plus ceux qui avaient les moins de risques. Enfin, je veux dire, ils avaient les moyens de le faire. Mais bon, voilà, choisir de faire un héros africain avec un casting presque entièrement afro-américain a été soudain une décision de prise de risque en réalité, en se disant est-ce que ça va être rentable? Donc si le public belge soudain trouve intéressant de regarder des films bollywoodiens ou des séries égyptiennes ou autres ou turques, eh bien sans doute qu'elles pourraient être diffusées. Mais le problème, c'est sans doute alors je suis pas sûr non plus que ça marchera parce que par exemple le cinéma hollywoodien, il y a des codes qui lui sont tout à fait spécifiques. Pour apprécier ces codes, il faut quand même les avoir appris d'une certaine manière. Donc il y a là, entre un film bollywoodien qui dure 4 heures et tout l'aspect comédie musicale qui est intrinsèque à ce cinéma-là, forcément il y aurait la difficulté est celle de l'adhésion à un genre cinématographique qui n'est pas du tout commun. En revanche, les séries télévisées égyptiennes ou turques, elles pourraient trouver, et d'ailleurs elles trouvent public en réalité. Parce que les populations turcophones ou arabophones regardent ces séries, en fait, mais sur Internet, tout simplement. En réalité, aujourd'hui, pour ceux qui ont besoin, qui aiment ce type de contenu, d'ailleurs, il s'est créé une base de fans de films bollywoodiens chez nous, c'est pas compliqué de les obtenir. Donc, quelque part, il n'y a pas non plus une demande du public pour ça, puisque finalement, que ça passe à RTBF ou pas, c'est pas vraiment un enjeu, pour la plupart, je pense. Donc, voilà. Par contre, pour qu'il y ait une évolution vraiment significative des représentations ou des genres cinématographiques qui soient un peu plus ouverts à des modes de narration ou à des types d'acteurs ou à des sujets qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, il faut tout simplement mettre le pied dans la porte. Donc là, il faut une diversité des producteurs de contenu. Or, on l'a un peu dit au sujet du journalisme tout à l'heure, en disant que c'était un entre-soi. Quelque part, dans le monde de la création de la fiction et du divertissement, c'est le même entre-soi en réalité. Toujours des populations blanches, urbaines, bien éduquées, qui ont les mêmes réseaux d'influence pour obtenir les budgets, parce que tout est là. Donc celui qui vient avec une idée géniale, si c'est pas la financer, ça ne marchera jamais. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire. La seule façon pour faire changer les choses, c'est de changer les gens qui font ces choses. Et là, c'est la question de la diversité derrière la caméra, en fait, qui se pose. Ok, merci. La dernière question, on la prendra dans le public. Hanan. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué la chronologie en fait, des films, donc les films d'époque et les films aujourd'hui contemporains. En fait, ce que je remarque, c'est qu'en fait, à l'époque, on présentait un arabe qui n'était pas vraiment civilisé et qu'il fallait en fait arriver dans le monde arabe au Moyen-Orient pour pouvoir civiliser en fait ces hommes arabes. Et on présentait aussi comme une société un peu patriarcale où les femmes effectivement étaient un peu soumises, cachées derrière leurs portes, etc. Et en fait, est-ce que vous avez, vous, cette vision que ce genre de film, en fait, c'était simplement une sorte de propagande pour justifier la colonisation du monde arabo-musulman? Donc ça, c'était la première question. Et alors, aujourd'hui, dans le monde contemporain, effectivement, on ne présente plus l'arabe en tant que tel,
qui représente l'islam. Et aujourd'hui, en fait, on le présente surtout comme un musulman radicalisé. Alors, le terme radicalisé, en fait, est véritablement un faux débat. Et en plus, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a aussi des discours radicaux dans les partis politiques, etc. Déjà, le terme radicalisé pose déjà problème. Ensuite, avec le contexte qu'on connaît post-attentat, on présente aussi toujours le musulman comme un terroriste. Alors, est-ce que... Donc déjà, pour la question des films, c'est qui finance ces films et à qui profitent ces films, en fait, finalement. Et dans le sens où, enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand on pose la question du financement des films et à qui profite le financement de ces films, pourquoi il n'y a pas d'autre alternative de réalisateurs qui puissent en fait faire des films, par exemple, sur le monde intellectuel musulman qu'on a connu, l'âge d'or de l'islam, par exemple. Je pense à des petits courts-métrages, par exemple, Mille et une inventions, mais en version anglaise. Et donc, voilà, ma question c'est... Alors. À qui profite ce financement ? D'accord. Bon, donc sur la première question, d'abord sur le rapport au monde arabe comme étant arriéré et patriarcal, c'est clair que là, les auteurs des scénarios n'ont pas été bien loin pour chercher l'inspiration, ils se sont inspirés du discours colonial qui était celui-là exactement. Et d'une certaine manière, la mission qu'avaient ces réalisateurs à l'époque de l'invention du cinéma et puis dans les décennies qui ont suivi, a été d'amener des gens voir le film. Donc quelque part, il fallait offrir aux gens le fantasme qui est le même que l'on constate lorsqu'on fait des expositions universelles et qu'on crée des os humains, le même que celui des cartes postales qu'on s'envoyait à l'époque avec les femmes voilées et dénudées. Enfin, donc l'imaginaire, là, il est clairement colonial. Et je pense même pas que de la part il n'était pas nécessaire pour les réalisateurs de faire un effort d'un surcroît de colonialisme, parce que l'ambiance était tellement orientée là-dessus que finalement, il ne se faisait que l'écho de l'ambiance du moment. Et de nouveau, ce qui est frappant dans ce cinéma, c'est l'aspect très naïf, en fait, qui est porté, enfin, la vision d'une population très naïve. Il y a pas un discours critique, en fait, contre ces traditions arriérées que l'on voit. C'est juste, au contraire, on va accentuer l'aspect arriéré, parce que c'est ça qu'on a envie de voir, en fait. Lorsque des films français étaient déjà tournés à Alger dans les années 30, on voyait une ville cosmopolite, avec, le fait exotique avait disparu presque. Donc c'est vraiment un besoin d'évasion que le public occidental a un peu assouvi avec des visions de fantasmes inspirées d'abord par les Mille et une nuits, d'abord par la peinture orientaliste du XIXe siècle, d'abord par la littérature française des Chateaubriand. C'est ça la source de ça en fait. C'est juste la continuité d'un rêve d'ailleurs et d'un autre musulman qui était celui des sultans d'Istanbul, qui était celui des croisades. Donc en fait il n'y avait aucune prétention documentaire dans ce cinéma. Et d'ailleurs, il n'avait pas besoin des documentaires. Il était tourné dans des déserts aux États-Unis avec des acteurs mexicains. Donc la question de l'authenticité, elle était vraiment très très loin d'inquiéter les gens. Donc voilà. Alors pour la deuxième question, à qui profite le crime d'une certaine manière ? Là, je pense qu'il ne faut pas faut pas voir trop loin le crime, parce que d'abord, en réalité, l'industrie du cinéma et des séries télé, c'est d'abord qu'une question de rentabilité. Point. Ça coûte tellement cher de faire un film que si le marketing, mais c'est marrant parce qu'on retrouve le même problème avec les sondeurs dans la presse française, si les gens qui font les films croient que c'est ça qui va marcher, alors c'est ça qu'il faut faire. Donc en réalité, c'est qu'il faut parvenir à avoir suffisamment de conviction pour convaincre le décideur, qui est celui qui va allouer le budget, que en fait ça fonctionnera. Donc en réalité, le profit, il est simplement celui du profit monétaire. On pense toujours que le cinéma américain, par exemple, est très politique et à destination de soutenir la politique américaine étrangère. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Hollywood est très très méfiant face aux injonctions politiques qui viennent de Washington. Il faut savoir quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'après le 11 septembre, lorsque le Bush a demandé à Hollywood de soutenir sa guerre, comme à l'époque Roosevelt avait été soutenu par le cinéma en 40-45, eh bien Hollywood a dit, écoutez, hors de question. Si le fait de rajouter des terroristes arabes fait qu'on a moins de rentabilité, on ne va pas le faire. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais ça pourrait quand même marcher. Alors là, les politiques américains ont dit l'inverse. Ils ont dit, attention, ne soyez pas trop islamophobes, parce que nos alliés sont musulmans. Il faut que les Arabes d'Arabie Saoudite, il faut que nos alliés de la région, les Iraniens, les Pakistanais, pas les Iraniens, les Pakistanais,
ne soient pas heurtés par un cinéma qui serait trop offensif. Du coup, si vous êtes attentif dans ces cinémas, effectivement, le terroriste est islamiste. En revanche, il y aura toujours un gentil musulman qui traîne quelque part, mais qui sera dans le sens de la politique. Donc, en fait, l'islamophobie n'est pas en soi un axe de rentabilité. C'est plutôt une routine narrative. Et c'est ça qui est frappant. C'est que les scénarios ne parviennent pas à intégrer, comme je disais tantôt, du musulman normal, quoi, en somme. Et quand il s'y intéresse, c'est que lorsqu'il est exceptionnellement intéressant. Quand un fait divers bien sanglant a eu lieu, alors oui, ça fera un bon film. Mais comme l'affaire du petit Grégory. Et donc voilà. Ensuite, je ne veux pas non plus édulcorer complètement le tableau. Il y a une responsabilité, effectivement, dans la récurrence de ces scénarios. Mais c'est plutôt les producteurs, en fait, qu'il faut interpeller. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette paresse, en fait ? Alors que bien souvent, ce sont des intellectuels plutôt engagés à gauche. Je veux dire, le cinéma américain a cette réputation, le cinéma européen également, et dans le cinéma français aussi. Donc, à part quelques séries télé qui sont vraiment soutenues par des courants bien précis, ou soutenues parfois par l'armée ou la gendarmerie en France, il y a assez peu de cas de figure d'une intention qui se sert de la propagande, en réalité. C'est plus une routine qui s'instaure, et qui est, à mon avis, plutôt un écho de la paresse de la fiction face à la routine journalistique, qui, elle, impose au quotidien un discours islamophobe, comme on le voit en France, très nettement. Et la question pourquoi, tout à l'heure des médias, pourquoi on n'a pas ça en Belgique, en fait, on l'a en Belgique. Ce sont les médias français. Ils sont en Belgique. Ce que vous disiez sur l'influence des polémiques françaises sur notre débat, c'est simplement ce que nous consommons, ces médias. Donc, quelque part, pour les médias belges, c'est un concurrent aussi. Vous voyez, voilà. Donc, je m'éloigne de la question, mais voilà, je pense qu'il y a, en termes de fiction, série et cinéma, l'argument, ce sera toujours le seuil de rentabilité, et ça va être crucial. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette très intéressante conférence débat. Je remercie M. Jean-Jacques Jaspers, M. Abdelali Hajez et M. Daniel Bonvoisin de nous avoir, pendant ces deux heures, donné les codes nécessaires pour pouvoir mieux comprendre et mieux connaître ce que sont les médias et la presse, particulièrement en Belgique. Alors je vous remercie et on se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle conférence débat dans notre semaine de lutte, d'action contre la haine et l'islamophobie qui aura comme un panel 5 journalistes professionnels. Merci.